Donc, pour cette édition, donc on reste sur notre série stéréotypes sur les pratiques BI. Et cette fois-ci, on s'attaque à la volumétrie. Ça fait, donc, comme je vous disais, 4 ans qu'on baigne un peu dans l'écosystème montréalais et puis on rencontre au parcours de diverses rencontres, on a souvent le constat que les clients ont pas mal peur de la volumétrie, que ça effraie, on n'est peut-être pas prêt pour la big data, etc. Et avec ce webinaire, on veut clairement montrer qu'en 2020, il y a pas mal de solutions qui existent et beaucoup moins chères qu'on ne le croit, cloud notamment. Donc, et c'est pour ça qu'on a invité notre Microsoft, représenté par Franck Mercier, qui va justement nous parler des diverses solutions qui existent justement pour passer à la volumétrie de données. On va parler de Data Lake, on va parler d'Azure Data Platform, notamment Synapse, et bien évidemment, le tout affiché sur des rapports Power BI. Imad El Ayoubi, comme je le présentais tantôt, donc, qui est l'éditeur principal sur notre pôle analytique chez Solutions BI Canada. Parfait. Donc, je vous remercie vraiment d'être présent. Je remercie aussi Franck d'avoir accepté notre invitation. Donc, merci à tout le monde. Donc, l'agenda qu'on vous propose, comme je disais, il sera assez dense. Donc, servez-vous un peu de café, mettez une gourde d'eau. J'ai ma gourde aussi. On a choisi une formule assez dense, comme en binaire classique, parce qu'on voulait vraiment vous montrer un maximum de choses, de possibilités avec Azure Synapse notamment, qui est qui est tout petit, qui est tout bébé, entre guillemets, dans la famille Microsoft Azure Data Platform. Donc, je vais rapidement introduire le sujet, pourquoi ce sujet, les problématiques, les questions qu'on rencontre souvent chez nos clients. On va vous montrer aussi, on va rapidement faire un look sur Solutions BI, comment on accompagne nos clients justement dans cette transformation, si je peux dire, vers le cloud. Ensuite, Franck Mercier va littéralement nous faire une démo, un atelier pratique sur comment Azure Synapse intègre une organisation et comment Azure Synapse permet d'ingérer un fichier très volumineux. Vous verrez ça par la suite. Donc, cette session d'atelier pratique intitulée « Des données au rapport », au cours d'une bonne heure, Franck va vraiment nous montrer comment ça marche en fait avec Azure Synapse, cette ingestion de volumétrie, de données volumineuses. Et enfin, quelques cas pratiques qu'on a rencontrés, que Imad a rencontrés souvent chez nos clients, parce qu'Imad accompagne pas mal de nos clients sur ces transformations, sur les projets de BI et transformation. Donc, on va finir avec ça, avec petite surprise à la fin, donc en guise de conclusion, un quiz qu'on va vous proposer avec quelques petites questions. Donc, soyez attentifs, rien de très difficile, on s'entend. On est en mode post-Covid. Le Covid est toujours là, mais donc quand même très, très, très compliqué. Donc, on va vous proposer ça à la fin en guise de conclusion. Et puis, avec une période de questions-réponses. Donc, vous pourrez, je suis très sûr que vous aurez tout un tas de questions à la fin de cette session. Donc, les questions, comme je disais, qu'on rencontre souvent, c'est comment intégrer facilement des nouveaux jeux de données volumineux. Littéralement, un utilisateur métier vient vous voir et vous demande j'ai ce fichier que j'ai trouvé ou j'ai fait un extract de telle ou telle base, je souhaite l'intégrer à ce rapport Power BI. Comment mixer les données? On est souvent face à des challenges, des problématiques de silos de données. On a fait un projet, on a livré des rapports Power BI pour le métier, ça a pris 8 mois de projet entre la phase de conception, de spécification, puis la livraison. Et là, on a des demandes qui viennent de tous les bords pour rajouter des données. Rien ne va plus, on n'a pas pensé à ça. Est-ce qu'on part dans un nouveau cycle de livraison tout au complet, ou au contraire, on essaie plutôt de prévoir ce genre de futures demandes et de mettre en place les outils qu'il faut dans notre BI actuel. La deuxième question, c'est en effet, la deuxième réponse qu'on a, c'est ma BI n'est pas prêt pour la big data, on n'est pas sur ça, on est stocké en on-premise chez nous, ça coûte trop cher, on n'historise pas les données et on n'est pas prêt pour ça en tout cas, on n'a pas les ressources peut-être à l'interne. C'est le troisième point que je citais ici. Le cloud, on n'est pas prêt, on n'a pas les ressources à l'interne, ça coûte trop cher aussi, on a souvent ce genre de réponse. Donc, quel est l'intérêt du lac des données pour mon organisation? On entend beaucoup parler de ça. Et
comment améliorer très simplement mon expérience avec Power BI, éviter les temps de chargement peut-être un peu périlleux, les données volumétriques, comment les accélérer tout simplement. Et c'est justement avec cette question que je laisse la parole à Franck, qui va nous faire une démo rapide sur Power BI justement. Franck, à toi. Merci Christophe, encore une fois, bonjour à tous et merci d'avoir rejoint ce webinaire. Alors, je vais vous partager mon écran. Je vais être très transparent avec vous, c'est la première fois que j'utilise Zoom et je pense que vous pouvez facilement comprendre pourquoi. Alors, normalement, vous devez voir mon écran. Est-ce que c'est le cas? C'est exactement le cas, oui. Super, ok. Ce que vous voyez à l'écran actuellement, c'est Power BI Desktop, et ça, je pense que vous l'avez tout de suite reconnu. Je vais faire une démo extrêmement rapide. Pourquoi? Parce que lorsque je fais cette démo à un certain moment de ma vie chez Microsoft, cela a suscité beaucoup de questions. Première chose sur laquelle je tiens à attirer votre attention, c'est le nombre de lignes qu'on va traiter. On va être proche des 6 milliards. Donc ici, le scénario, nous avons un site web marchand tout autour du monde et on aimerait pouvoir analyser les logs de ce site web. Savoir qui se connecte, quel est le parcours client, quel type de device et ce genre de choses. Ce que vous allez voir sur ces 6 milliards de lignes, peu importe où je vais cliquer, vous voyez avec quelle vitesse, quelle vélocité le rapport va se mettre à jour. Et peu importe les croisements que je vais faire en fonction des visuels que je vais aller chercher, vous allez voir quelque chose d'extrêmement rapide. Chose intéressante, donc, c'est que ce rapport va pouvoir ce rapport qu'on peut assimiler à un tableau de bord, bien entendu, peut vous donner déjà une vision assez macro de l'activité sur le site web de vos clients, comment ils se connectent et ce genre de choses. Ce qui va être aussi intéressant, c'est que vous pourrez, hop, je vais retirer lui qui me gêne un petit peu, voilà. Vous pourrez aussi dire, bah moi j'aimerais faire un zoom par exemple sur Paris, et vous pourrez faire un drill et dire voilà, moi je veux des données très précises sur Paris en partant sur les données. Et là vous allez voir, le rapport commence à se mettre à jour et certaines parties du rapport ont été plus lentes. D'accord? Pourquoi? Parce que là, je suis en train de descendre, comme vous pouvez le voir sur le tableau, à l'élément le plus granulaire qui se trouve dans ma base de données. Et pourtant, ça a pris 5, 6, 7 secondes, tout va dépendre du rapport que je vais utiliser. Donc typiquement, si je vais sur une autre ville, regardez encore, là, je relance une autre requête et certains de mes visuels vont prendre un peu plus de temps. Ce qui va être intéressant avec ce rapport, c'est qu'on pourra brasser une grosse volumétrie de données d'une manière assez macroscopique pour avoir nos indicateurs clés de performance extrêmement rapidement, mais aussi pouvoir aller fin dans la donnée en acceptant d'avoir quelques temps de latence. Et là, on va répondre directement avec un seul rapport à tous les scénarios. Je veux mon tableau de bord interactif ultra rapide sur des données macroscopiques, et d'un autre côté, des personnes qui souhaitent aller plus creux dans l'information, tirer la pelote de laine jusqu'à l'élément unitaire qui les intéresse. Bien entendu, ce rapport est aussi exploitable directement sur Power BI Service. Donc là, bien sûr, le rapport, je l'ai publié. Donc on va retrouver la même chose en ligne dans le service avec la même vélocité. Mais plus intéressant encore, toujours sur Power BI Service au niveau de vos datasets, la possibilité d'aller créer un rapport directement ici. Je vais avoir accès aux données du dataset. Je vais dire, bah tiens, montre-moi les visiteurs. Là, boum, les logs. Là, j'ai mes presque 6 milliards de lignes là parce que je suis extrêmement arrondi. Et puis, ce qui va être intéressant, c'est que si maintenant je vais ici dans le browser session type, par exemple, et que je rajoute le nombre de visiteurs et que je fais comme dans mon rapport initial une sorte de visualisation de ce type-là, et bien là aussi, vous voyez, je vais avoir cette visualisation qui est extrêmement rapide. Bien entendu, dans tout ce que je suis en train de vous montrer, il n'y a pas de magie, il y a des choses qui se passent derrière et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui sur comment mettre ce type de solution pour traiter une volumétrie importante de données au sein de vos rapports et exploitable et partageable pour le plus grand nombre d'utilisateurs dans votre entreprise. Sur ce, je te repasse la main à Christophe et puis je reviens dans quelques minutes. Bien, merci Franck. Eh bien, ça a l'air très facile, tout ça. C'est exactement ce qu'on a. C'est pour ça que je vous disais, dès le début, on est parti sur quelque chose de très. On voulait faire un webinaire qui parlait un peu d'Azure, Data Platform, un peu les différents outils. Lorsqu'on a vu la démo de Franck, on s'est dit non, ok, je pense que ça peut prendre un atelier un peu plus complet, parce que clairement, on aura pas mal de questions, et même nous, on en avait, lorsqu'on Franck nous a montré ça il y a 2 mois. Donc, écoutez, très simplement, attendez, je remets l'affichage.
passe au début. Donc voilà, Franck montrait la puissance en effet du modèle composite ici. Donc c'est un modèle par rapport au modèle agrégé. Ouais, ça, Christophe, tu peux le passer, je reviendrai un peu plus tard. Un peu plus tard, Ouais, génial. vas-y. Comment l'intégrer dans votre BI? Donc en fait, ça me vient, je vais juste faire une rapide overview sur Solution BI, qui on est. Solution BI existe dans le monde depuis plus de 10 ans, 11 ans pour être exact, et au Canada depuis donc 2016. Je vais laisser Imad en parler un peu mieux, puisqu'il est directeur principal de la part du pôle analytique. Imad. Tout à fait, merci Christophe. Donc, sans s'attarder largement là-dessus, parce que ce n'est pas vraiment le but principal de notre webinaire, mais juste pour nous présenter rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vois qu'il y en a justement dans les participants quelques personnes avec lesquelles on travaille déjà, effectivement. Donc, Solution BI, c'est juste pour mettre un peu un accent là-dessus. Donc, c'est 3 marques quelque part, c'est Analytique, Fabrique et Finance. Analytique, dont j'ai la charge justement, c'est là où on va traiter toutes les problématiques justement BI pure, intégration de données, gouvernance de données, aussi toutes les problématiques Power BI, puis sous différentes solutions, que ce soit justement la partie Snowflake, Azure ou aussi principalement sur la partie ETL, donc CCS Informatica, tout ça. Finance, c'est vraiment pas finance de marché, mais on parle vraiment de finance d'entreprise, donc tout ce qui est solution EPM, que historiquement faisait partie de la BI d'un certain moment, d'où le nom de solution BI, mais là aussi, c'est quelque chose qu'on adresse avec un pôle qu'on a à côté qui est géré par mon collègue Shayan Goulam Abbas, et puis la fabrique. La fabrique, c'est tout simplement, en fait, c'est le bras BI des entreprises qui n'ont pas une équipe BI. Donc, c'est un moyen justement d'accompagner, de gérer en mode projet ou aussi en mode service, gérer toutes vos solutions BI. Donc, voilà, comme disait Christophe, 150 au monde, un peu plus que 50 ici à Montréal. Donc, on y est depuis 2016. On travaille pour quelques-uns des plus gros noms ici, comme je vois que Stéphane est là, Air Canada par exemple, et aussi d'autres compagnies. Donc, peux-tu passer, Christophe? S'il te plaît, parfait. Donc, si on fait un zoom sur Microsoft aussi, on est à peu près aujourd'hui 12 consultants certifiés. On veut monter encore là-dessus parce que justement, quand on voit comme la démo qu'a fait Franck aujourd'hui, rapidement, puis après on ira un peu plus dans le détail, c'est d'essayer d'exploiter justement toute cette force-là, que ces outils-là. Et on va se le dire, si vous êtes utilisateur de Power BI, il y a beaucoup de nouveautés. Donc, chaque release, une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Le but, c'est vraiment d'accompagner nos clients à utiliser le maximum de cette nouveauté-là qui sort à chaque release. C'est très important justement parce que chacune répond à des problématiques, que ce soit de volumétrie, que ce soit justement de visualisation. Et on est là justement pour accompagner ça. Donc, voilà. Parfait. Donc là, je te repasse la main, Christophe. Je te laisse y aller. Ça, donc, comme disait, c'était une petite diapo pour montrer un peu notre feuille de route, comment on accompagne nos clients. On commence toujours par un petit état des lieux, analyse des besoins, analyse des irritants. Et pour justement les solutions cloud, on va clairement analyser le type de dataset que vous avez, le nombre d'utilisateurs, vraiment l'envergure, le périmètre que ça couvre, périmètre métier, la complexité des requêtes, et est-ce que vous êtes prêt aussi ou pas à passer sur le cloud. Donc, cette petite checklist, je dirais, de prérequis pré-consultation est offerte à chaque fois. Donc, en effet, ça a l'air facile, hein, si je reviens un peu sur la démo que Franck nous a faite juste avant. Ça a l'air assez simple d'intégrer de vos volumes. 6 milliards de lignes, c'est pas rien. Je pense qu'il y a 5 ans, on ne savait pas comment faire. Enfin, on ne savait pas s'il y avait des méthodes, hein, Hadoop notamment, etc. Mais c'est vrai que maintenant, c'est assez démocratisé et pas mal d'éditeurs proposent du stockage cloud et de l'ingestion et du traitement. Donc, Franck, je laisse la parole justement à Franck qui va aller plus en profondeur sur la solution Azure Synapse que Microsoft a lancée cette année et qui va nous faire juste ensuite vraiment l'atelier, comme je vous disais, donc des données au rapport. Voilà, Franck, à toi. Ok, merci Christophe. Donc, je repartage mon écran, confirmer que vous voyez bien mon écran. C'est bon. Super. Alors, je vais faire un peu de slide quand même. Effectivement, je vais revenir là-dessus, ce que tu as commencé à montrer, Christophe. En fait, ce que vous avez vu dans la démo, je vais aller très vite. Hop, je vais aller très très vite et je vais mettre ça ici. Vous avez vu Power BI Desktop et là aussi quelque part un peu Power BI Services avec le modèle composite en fait. Ce qui va être un des premiers éléments
de succès dans l'analyse d'une forte volumétrie de données. Donc, c'est ce nouveau modèle qui est arrivé, qui va mixer pour vous le mode import et le mode direct query. Et derrière, donc l'idée, c'est d'avoir, avec le mode import, 80% de vos données quelque part en mémoire pour pouvoir faire, quand je dis 80%, c'est une estimation, pour pouvoir justement vous donner la vélocité que je vous ai montrée. Et puis lorsqu'on veut faire de l'analyse en détail, directement, aller requêter votre source sous-jacente qui supporte le direct query. Donc il y a pas mal de sources qui le supportent, dont Azure Synapse, qu'on va voir aujourd'hui. Alors bien entendu, Power BI, c'est ça que je vous ai montré là-haut. Là, c'est c'est le haut de l'iceberg. Et c'est souvent finalement ce qu'on voit dans la plupart des démos. Mais j'avoue que moi, j'aime bien ouvrir le capot puis vous montrer un maximum ce qui se passe en fait derrière et qui va être garant du succès de votre intégration volumétrique. Je vais aussi vous montrer 2-3 cas de figure qu'on voit souvent chez les clients. Je ne prétends pas aujourd'hui couvrir tous les use cases, ça serait déjà irréaliste et puis surtout très prétentieux de ma part, mais déjà vous montrer ce qu'on est capable de faire avec Azure Synapse et surtout l'importance de bien penser à son architecture. La slide, la diapositive que vous voyez actuellement, vous avez peut-être dû la voir des centaines de fois si vous venez à nos présentations sur la data platform pour Microsoft. Et l'idée, là où je veux mettre l'emphase, c'est que dans nos démonstrations, on a vu ça en fait, démonstration du début. La personne qui consomme un rapport à partir d'une source de données qui est dans la partie de service ou présentation des données. Mais il y a tout d'autres briques derrière et j'insiste beaucoup sur la séparation par grand sujet de votre architecture. Et ce qui va être très 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 important, c'est de séparer le stockage du calcul. Et bien sûr, si on pousse le concept plus loin, de l'ingestion et de la couche de présentation. Sans trop rentrer dans le détail, après on peut imaginer ce type d'architecture. Et c'est là où Microsoft et nos partenaires comme Solution BI, on peut vous aider en respectant cette séparation, bien créer votre fondation analytique, parce que j'ai envie de dire, une des choses les plus importantes, c'est cette fondation sur vos stockages de vos données. Vous pourrez stocker l'ensemble de vos données brutes et ensuite faire les traitements à plusieurs niveaux que vous déciderez de présenter d'une manière ou d'une autre, soit en direct, pourquoi pas, soit plutôt par des couches de présentation, si vous voulez faire des rapports institutionnels à large audience avec une forte distribution. Alors, ce slide, je pense que vous l'avez vu plusieurs fois, mais on pourrait y revenir si jamais vous le souhaitez. Moi, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, et c'est le principe de ce webinaire, c'est vous parler d'Azure Synapse Analytics et comment le mettre en œuvre pour intégrer, transformer et présenter les données. Ce qui est super intéressant avec Azure Synapse Analytics, c'est que Microsoft va vous proposer une solution pour gérer l'ensemble du cycle de vie de la donnée, son ingestion, sa préparation, mais aussi sa transformation. La possibilité de présenter une couche, de proposer une couche de présentation pour générer du rapport. Et tout ça peut être fait au sein d'une même et une seule solution qui va s'appeler Azure Synapse Analytics. Et je pense que vous l'avez remarqué aussi, Azure Synapse Analytics va s'appuyer sur nos services de data lake, de compte de stockage qui se trouvent dans Azure. Et le secret, entre guillemets, il est là. En fait, il n'y a rien de secret, il n'y a rien de magique, mais c'est que de la technique. C'est Azure Synapse va justement bénéficier de tout ce qu'apporte le lac de données que l'on propose pour faire justement la gestion complète du cycle de vie de la donnée. Alors, je vais faire quelques slides. Bien sûr, la présentation qu'on vous montre aujourd'hui, vous pourrez la récupérer. Ça, là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais l'idée d'Azure Synapse Analytics, c'est de vous proposer une plateforme nativement intégrée à notre compte de stockage. D'accord. Ce qui fait qu'une fois que vous avez fait l'installation du service via le portail Azure, vous allez avoir une intégration directe avec ce qu'on appelle votre stockage primaire, ce que je vous montrerai pendant la démonstration. L'idée de cette plateforme, Azure Synapse, c'est de vous proposer donc une intégration facilitée et native finalement au service, sur lequel on va vous proposer deux moteurs principaux d'analyse qui vont être le moteur SQL et le moteur Apache Spark. Et ces deux moteurs-là seront proposés, chacun de ces deux moteurs seront proposés avec deux saveurs, soit une saveur déjà provisionnée, c'est-à-dire que c'est vous qui allez déployer et maintenir votre pool SQL, soit du on-demand, c'est-à-dire que vous pourrez exécuter votre requête en demandant tout simplement à Azure Synapse de vous donner les ressources au moment où vous avez besoin, et lorsque la requête est terminée, vous avez récupéré le résultat, on relâche les ressources pour les redonner à d'autres charges de travail. Et ce qui va être intéressant là-dessus, c'est que vous pourrez faire vos interactions avec vos données dans de nombreux langages qui seront proposés nativement
avec la solution. Juste pour petite précision, aujourd'hui, R n'est pas disponible dans la version preview aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui devrait pas tarder à arriver. Et ce qui est intéressant, c'est que pour unifier tout ça, on va vous proposer une interface qui va être très similaire à ce que vous avez déjà, que vous connaissez peut-être déjà si vous utilisez la plateforme Azure, avec notamment Azure Data Factory. On va avoir une interface assez proche, ce qui fait que vous ne serez pas trop perdu lorsque vous allez rentrer dans Synapse Analytics Studio. Et tout ça, ça va vous permettre, en plus, d'aller plus loin dans les scénarios avancés en tant que machine learning, les objets connectés et ce genre de choses. Et cette plateforme va vous donner donc tous les éléments. D'ailleurs, on en verra certains durant cette présentation en temps de management, de sécurité et surtout tout ce qui va être le pilotage et le monitoring de vos transformations et actions au sein de vos données. Alors, là, c'est juste des copies d'écran que vous pourrez récupérer si jamais vous n'avez pas encore utilisé Synapse Studio. Je vais quand même juste aller assez vite là-dessus parce que tout ça, je vais vous le montrer pour de vrai. Mais sachez que vous allez avoir dans le Synapse Studio, Azure Synapse Studio, l'ensemble ici des menus pour gérer, piloter et transformer vos données. Donc la partie data qui va vous permettre notamment d'explorer vos données de manière assez simple et intuitive. Et ça, je vais vous montrer parce que c'est vraiment des choses assez intéressantes sur ce sujet-là. Toute la partie développement. Donc, lorsque vous voulez développer et commencer à transformer vos données, vous aurez le choix d'utiliser des scripts SQL sous format notebook. Ça aussi, ça change un petit peu pour ceux qui connaissent Management Studio. Et l'approche est plutôt pas mal. Mais aussi la notion de notebook, les data flow, pour ceux qui connaissent Azure Data Factory. On retrouve la notion de data flow. Et on va aller, par exemple, jusqu'à l'intégration de Power BI dans la partie développement lorsque vous voudrez développer des rapports sur la transformation des données que vous aurez effectuées au sein d'Azure Synapse Studio. Juste pour vous montrer en termes de développement à quoi ressemble l'interface, mais encore une fois, on va le voir très rapidement lors de la démonstration. La notion de notebook, donc si vous êtes familier avec du Python, du Scala et ce genre de choses, vous pourrez donc retrouver un environnement assez familier et choisir dans quel langage vous souhaiteriez développer. Donc comme je disais tout à l'heure, R n'est pas encore présent, mais c'est quelque chose qui devrait plus tarder à arriver. Voilà, donc encore un exemple, une copie d'écran de ce qu'on peut faire au sein d'Azure Synapse. Si jamais vous voulez utiliser des notebooks de type Python pour faire de la transformation ou de l'analyse assez avancée avec vos données. L'intégration avec Power BI, donc nous avons le connecteur Power BI et surtout la possibilité de l'utiliser dans la partie développement au sein d'une même et unique interface. Alors tout ça, je vais vous le montrer lors de la présentation. Ça, la partie pipeline, plus dans le menu orchestration, ça va vous permettre, en fait, c'est ni plus ni moins, l'intégration du service Azure Data Factory que vous connaissez peut-être aujourd'hui et qui va vous permettre, à partir de Azure Synapse Studio, de développer vos pipelines d'ingestion de données, de transformation. Et là, ce qui va être vraiment intéressant, c'est qu'on est quasiment aujourd'hui, même dans la version preview, à ISO fonctionnalité avec ce que vous propose Azure Data Factory aujourd'hui. Et ça va vraiment être pas mal parce que ça va vous donner vraiment une puissance d'ingestion qui est très intéressante au sein d'Azure Synapse Studio et surtout avec une intégration complète avec Synapse, et ça aussi je vais vous le montrer. La partie orchestration, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc lorsque vous avez créé votre pipeline, maintenant vous avez quelque chose qui s'appelle Synapse. Et là, vous pourrez récupérer tout ce que vous aurez fait dans Synapse au niveau des notebooks, workshop définition et les procédures stockées, bien entendu. Et vous retrouvez tout un tas de choses qui montrent aussi l'intégration native avec les autres services Azure. La notion de préparation et transformation de data, donc tout ce qui va être transformation au niveau de l'intégration des données, si vous voulez faire des jointures en sein de plusieurs tables par exemple, si vous souhaitez pivoter vos données ou justement les redresser sur deux choses, vous pourrez le faire. Et pour ceux qui connaissent un petit peu Power BI Query Editor et puis surtout le data wrangling de Data Factory, il est aussi intégré au sein d'Azure Synapse, ce qui fait que vous pourrez même aller jusqu'au niveau de la donnée, faire du nettoyage, rajouter des colonnes et ce genre de choses. Et ce qui va être très important, la partie de monitor, ce qui fait que lorsque vous allez aussi bien exécuter
des pipelines de transformation, lancer des triggers ou tout simplement utiliser des requêtes SQL au sein de vos pools, vous pourrez monitorer tout ça au sein d'une même et unique place. Et ça, c'est vraiment pas mal. Moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, notamment pour voir comment se déroule l'exécution de mes pipelines. Et puis surtout, lorsque j'ai commencé à utiliser Azure Synapse, que des choses que je n'avais pas bien faire, ça me permettait de voir où est-ce que je faisais des erreurs. Là, pour une fois, les erreurs étaient vraiment assez bien détaillées, donc je pouvais corriger assez facilement. Alors, ça, je voulais vous faire vraiment une présentation très générique sur Azure Synapse et je vous propose maintenant de rentrer directement dans le vif du sujet. Et l'idée, c'est quoi? C'est on part de la data et de la donnée et on va faire un rapport. Et l'idée, c'est ensemble. Là, tout de suite, maintenant, là, dans les prochaines 45 minutes, on va construire ce que vous voyez à l'écran. Dans mon lac de données, et ça, c'est un scénario que je vois assez fréquemment finalement. Des clients me disent voilà, on aimerait faire une première preuve de concept, un premier pilote dans Azure. J'ai un fichier, on a fait une extraction. Il fait 5 gigas, 10 gigas, peu importe. Déjà, j'ai fait la première partie du travail en le mettant dans un compte de stockage, donc avec un Easy Copy ou avec un Data Factory, peu importe. Maintenant, comment on fait pour l'intégrer au sein d'une solution pour faire un premier rapport dessus? Et bien ça, c'est ce que l'on va créer tout de suite, et en essayant en plus de mettre en place quelques premières bonnes pratiques pour cette ingestion. Donc ce qu'on va faire dans les prochaines 45 minutes, c'est dans mon lac de données, j'ai déjà un fichier parquet de 4,8 gigas qui représente à peu près 115 millions de lignes, des logs de la présentation que vous avez vue en début de session. On va mettre en place ici un pipeline d'intégration directement dans Synapse, mais dans une table en heap, et je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, on va utiliser ce qu'on appelle un CITAS ou un Credible As. Donc, j'ai mis le lien ici vers la documentation que vous pourrez récupérer pour préparer la ou les tables. Donc là, il y a un petit suspense là, vous verrez un peu plus tard dans la présentation, pour pouvoir servir de manière optimum les utilisateurs au sein des rapports Power BI. Alors bien entendu, je dis Power BI et vous comprenez vite pourquoi, mais si vous voulez alimenter des rapports de type clic ou tableau, ça ne pose aucun problème, bien évidemment. Et comme vous pouvez le voir ici, on va utiliser du composite model, il y aura la notion de direct query qui va arriver, mais je laisse un petit peu de suspense pour la suite, pour vous montrer après les détails de cette présentation. Alors, on va tout de suite commencer à mettre tout ça en place. Donc, je retourne dans mon ici sur ma partie web, et voilà. Alors, je sens que ça va me gêner un petit peu ce truc-là. Ici, donc, je vous fais, comment ça s'appelle? Je vous passe la création du service Synapse dans Azure. Vous cliquez sur le bouton plus. Synapse, prenez bien la version preview et pas la version précédemment connue comme Data Warehouse, parce qu'il y a encore les deux solutions. Donc, vous prenez bien la version preview du workspace. Et là, vous aurez la possibilité de gérer ici vos pools SQL, vos pools Spark. Créer ici qui va être admin de votre pool SQL. Ici, j'ai mis mon utilisateur, mais une bonne pratique, c'est de mettre un groupe de sécurité dans votre Azure Active Directory dans lequel vous rajoutez les membres que vous voulez qu'ils soient Active Directory admin de votre pool. La notion du firewall, manage identité, bref, tout ça va se gérer au sein du portail Azure. Et si vous voulez, et quand vous voulez commencer à travailler avec Azure Synapse, vous cliquez sur le bouton Launch Synapse Studio et vous atterrissez ici. Ce que vous voyez actuellement à l'écran, c'est donc Azure Synapse Studio avec toutes ces parties de gestion du data, développement et tout ce qui va être orchestration, monitor et pilotage. Alors, ce qui va être important dès le départ, ici, c'est d'aller dans la partie Manage et de s'assurer qu'on a bien tout ce qui est les services liés, car ce sont les services liés que vous voyez ici qui vont vous permettre d'avoir accès finalement à vos sources de données, ici à mon lac de données, à mon pool SQL, ou alors à mon espace Power BI. D'accord ? La connexion, je veux dire le lien entre Azure Synapse et vos sources de données externes, c'est ni plus ni moins le service lié. Et c'est au-dessus de ces services liés que vous allez créer vos datasets. Juste pour vous montrer, ici, vous avez tout un tas de connecteurs de services liés qui vous permettent donc de vous connecter aux sources de données. Et une fois que vous êtes connecté avec vos services liés, avec vos link services, ce sont ces link services qui vont servir de base pour créer vos datasets. Alors, moi j'ai déjà mes services liés, tout va bien, ce qui fait que maintenant, si je viens dans ma partie data, je vais avoir tout ce qui va être lié à mes services données, puis ce qui va être mon workspace de travail. D'accord ?
Donc, ce qui est important au début, c'est de dire, bah voilà, dans mes services liés, j'ai mes comptes de stockage. Vous voyez que vous pouvez en avoir plusieurs, des storage accounts. Et ce que je vous ai tout à l'heure, il y en a un qui est primaire, c'est-à-dire c'est celui que lorsque vous allez provisionner votre service, tu dis quel compte de stockage j'ai besoin. Attention, c'est un compte de stockage de type Data Lake Gen 2. D'accord? Et là, à partir de là, vous pourrez naviguer dans votre comment ça s'appelle, compte de stockage, et vous pourrez rentrer donc dans un container. Et dans ce container ici, vous allez avoir, alors attendez, parce que je suis déjà, voilà, ici je peux explorer ce container, donc Azure Synapse. Et puis moi, pour ma démo, on va dire que voilà, on m'a donné un fichier parquet qui se trouve dans le dossier parquet, ce qui est extrêmement original comme nom. Et là, comme vous voyez, j'ai un fichier parquet qui fait à peu près 4,8 gigas de données. Ce qui va être super intéressant avec Azure Synapse, admettons, et c'est ce qui arrive souvent quand j'arrive chez mes clients, je ne connais pas du tout la structure des données, et je compte beaucoup sur mes clients pour m'aider, mais ce qui est déjà, pour X raisons, si moi j'ai envie de jeter un œil, parce que là, comme on travaille de plus en plus à distance et que je suis peut-être pas forcément tout le temps avec mon client, vous pouvez faire un clic droit et lui demander, par exemple, tiens, montre-moi le top 100 des données. Et là, ce qui va être super intéressant, c'est qu'il va vous faire un open reset sur la ou les chemins. Donc, si j'avais eu 5 ou 6 fichiers parquet, j'aurais pu les sélectionner, faire le même clic droit et boum, ici j'aurais eu 5 lignes pour l'adresse des fichiers que je dois ouvrir. Et puis là, je fais Run. Et si tout va bien, je devrais avoir ici, donc c'est du SQL on demand. Donc là, je ne prends même pas mon pool pour le moment. Et là, il va me faire une requête et me dire, bah voilà, sur ton fichier de presque 5 gigas, voici un extrait des lignes. Donc j'espère que ça ne va pas prendre trop de temps. Tac. Hop. Alors comme je le dis souvent, c'est ce qui arrive lorsqu'on fait des démos en live. Il se peut que parfois on se retrouve avec ce genre de requête un peu longue. Je ne vous cache pas que c'est un petit peu plus long. Je m'attendais à voir plutôt dans les 20 secondes, mais ceci dit, le suspense qui était pour moi interminable a fini par se terminer. Et donc j'ai accès ici à mes données. Voilà. Alors bien, je fais un disclaimer tout de suite. Je prends le risque de vous faire des démos en réel. Et comme je dis souvent, ceux qui ont déjà vu mes présentations, si elles fonctionnent pour de vrai. Si elles plantent aussi pour de vrai. Alors, donc ici, ce qui est intéressant, c'est que je vois un petit peu les données de mes fichiers log. OK. Donc c'est un fichier parquet et c'est à peu près propre, du moins du premier coup d'œil. Alors, ce qu'on va faire maintenant, l'idée, c'est d'ingérer tout ça. Moi, ce que je vais faire, comme là j'ai les colonnes et tout, j'ai récupéré un petit peu les colonnes et puis je vais passer dans la partie développement. Donc ça, j'en ai plus besoin. Donc ça, voilà, c'est histoire d'avoir un peu une interface propre et je vais aller dans la partie développement. Et là, j'ai préparé des scripts. Et là, j'ai préparé un script tout simplement pour me créer la table. Vous voyez, je vais faire une create table, jusque-là rien d'extraordinaire, avec ici with, le statement with, et là je vais faire une distribution en round robin. Pourquoi? Parce que là je vais ingérer de la donnée en masse, et pour le moment je veux juste être sûr d'avoir une bonne répartition entre mes différentes distributions. Je viens de rajouter un mot qui s'appelle distribution, pourquoi? Et on y reviendra tout à l'heure, mais Azure Synapse, c'est une solution massivement parallèle, dite MPP, et ce qui fait que derrière, c'est un système distribué sur lequel nous avons 60 distributions derrière. Okay. Donc là, avec le round robin, je veux juste m'assurer que mes données vont être distribuées le plus équitablement possible sur ces distributions, sur ces 60 distributions. Et puis là, je lui précise, même si je ne suis pas obligé, je lui précise, tu me mets tout ça en heap. C'est-à-dire, je ne veux pas d'index, tu me mets tout ça en vrac. Pourquoi? Parce qu'en termes d'ingestion, c'est beaucoup plus rapide et efficace. Donc là, maintenant, je vais lui dire, sur mon pool de données, parce que je veux persister mes données, tu vas m'exécuter cette requête-là. Et là, boum, j'y vais. Et je vais me créer une table, voilà, donc ça a été relativement rapidement, dans ma base de données. Comment on voit ça? Si je reviens sur Data, et que là, je vais sur mon workspace. Ici, donc je montre parce que j'ai eu quelques clients des fois qui se sont un peu mélangés. Et là, dans mon workspace, je vais avoir accès ici à mon pool de données. Surtout, n'oubliez pas de faire refresh. Et là, hop, je vois ma table qui est ici et qui est prête. Et avec le petit logo que vous voyez là, avec les 3 carrés noirs, ça veut dire que cette table-là, elle est en round robin. C'est-à-dire qu'en distribution round robin. Donc là, moi, j'ai ma table qui est prête. Maintenant, je vais aller ingérer mes données. Et comment je vais faire? Là, je vais dans la partie orchestrate qui se trouve ici. Voilà. Et là, je vais tout simplement créer un nouveau pipeline. Et là, dans ce pipeline, on retrouve ici
ce que vous connaissez, pour ceux qui connaissent, Azure Data Factory. Et là, je vais l'appeler démo ingestion. OK. Et ce que je vais faire, donc je vais fermer le petit bouton. Et là, je vais tout simplement lui dire, eh ben, je vais faire une activité de copie de données. Okay. Dans cette copie de données, je vais choisir une source. Cette source est mon lac de données. Donc, j'ai déjà préparé mon dataset avec mon parquet, d'accord, pour gagner un petit peu de temps. Voilà, puis il me dit ici, là, je fais un preview data. Normalement, il devrait me remontrer les données. C'est toujours bon de cliquer là pour être sûr que vous avez votre bonne connexion et qu'il est capable donc de vous sortir une présentation des données. J'espère juste que ça ne va pas me prendre trop de temps. Donc là, j'ai été peut-être joueur sur ce coup-là. Bon, on va attendre. Voilà, boum, c'est arrivé. Donc là, tout ça, c'est de bon augure. Par contre, ce qu'on va faire ici, dans la partie destination, on va créer ensemble le dataset. Donc ici, je vais créer un dataset de type Synapse. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'envoyer les données dans la table que j'ai créée précédemment. Et là, je vais faire continuer. Et c'est là où je vais chercher le service lié. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai parlé des services liés, c'est ça qui est important parce que c'est lui qui va me faire le lien vers mes sources de données, mais aussi vers mon SQL Pool, là, vers ma table. Donc, je vais prendre ce SQL Pool ici. Et là, je vais tout simplement cliquer sur OK. Voilà, regarde, je vais peut-être même ici, je vais dire que le schéma de données, on va le prendre depuis la connexion store. Et je vais faire OK. Ah non, ici, je ne peux pas le faire tout de suite, je le ferai tout à l'heure. Là, je fais OK. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Il va me demander qu'est-ce que j'utilise ici comme copy méthode. Moi, j'ai fait des tests avec les trois. J'avais à peu près le même type de performance. Un petit peu plus vite encore pour Polybase. Mais on investit beaucoup sur la copy commande. Donc, je pense que dans quelques mois, ça sera sûrement l'option à privilégier. Mais là, moi, je vais rester ici sur Polybase. Et puis, ce qui va être intéressant ici, si je clique là, non, je ne pourrais pas encore le faire, je le ferai tout à l'heure. Ici, je vais pouvoir regarder mes settings. OK, très bien, mes user propriétés. Et normalement, je suis bon. Ce que je vais faire ici, je vais publier. Alors, je peux, si je veux, faire un debug. Mais comme moi, je vais aussi vous montrer la partie monitoring, je vais publier donc mes. Ah, attention, qu'est-ce qu'il me dit? Ah bah oui, j'ai pas fait les choses comme il faut. C'est de ma faute. Alors, vous voyez, là, j'étais un peu vite en besogne. Il me dit, OK, j'ai une erreur. Donc, il vous dit pourquoi il y a les erreurs. Hop, je vais sortir de la notification. Je reviens ici. Je vais dans le sync. Et là, je vais dans Open, dans mon dataset. Dans mon dataset, ici, j'ai oublié quelque chose d'important. J'ai bien fait mon link services. Il faut peut-être que je lui dise dans quelle table tu vas aller. D'accord? Et là, il devrait être capable de retrouver le schéma. Voilà, c'est ça l'erreur que j'ai faite tout à l'heure. OK. Une fois qu'on a fait ça, si je reviens maintenant sur... non, n'importe quoi. Si je reviens sur mon sync, là, je devrais être bon. Si je reviens sur le mapping, je fais un port schéma. Maintenant, je devrais être bon. En fait, je cherchais dans ma tête ce que j'avais oublié. C'était tout simplement lui dire sur quelle table tu attaques. Et là, il devrait nous dire, il devra nous faire le mapping dans quelques secondes. Est-ce que, Franck, si il y avait une table prédéfinie ou qui avait la même structure ou le même nom, à ce moment-là, il serait capable de la synchroniser automatiquement? Normalement, il serait capable de la synchroniser automatiquement. Et il est même aussi capable, dans certains cas, de créer les tables à la volée. Par exemple, quand vous avez un fichier texte, il va prendre le mapping de cette table-là. Ah là, j'ai un fail, je ne sais pas pourquoi. Et il va être capable de... timeout, ok. Il va être capable de le faire. Alors, il m'a fait un timeout, ce qui n'est pas tout à fait normal à cette étape de présentation. Ah, voilà. Il se peut que j'ai aussi des petits soucis de connexion avec mon Wi-Fi. Si jamais c'est le cas, je changerai de réseau. Donc, je risquerai peut-être de vous perdre quelques instants si je vois que ma connexion se dégrade. Écoutez, les choses sont en train de revenir normales. Donc, ça, c'est plutôt bon. Et là, ce qu'on va faire maintenant, je vais publier mes informations. Et là, c'est bon. Et donc là, je vais publier mon pipeline démo en gestion et puis le nouveau dataset que j'ai créé. Et là, je clique sur Publish. Et si tout va bien dans quelques secondes, je devrais avoir mon nouveau pipeline. Alors, pourquoi je publie? Je ne suis pas obligé de le faire parce que j'aimerais vous montrer que maintenant, quand j'exécute mon pipeline, voilà, et ça, on peut le faire que quand vous publiez,
je peux aller voir ce qui se passe dans la partie monitor. Et là, je vois que je suis in progress. Et hop, donc là, je regarde. Donc, démo gestion est parti. Ici, c'est le test que j'ai fait hier, hein, parce que je ne suis pas quelqu'un qui prend non plus trop de risques et je répète très souvent mes démos. L'ingestion a pris 4 minutes 21. Donc, j'espère être dans ces eaux-là aujourd'hui. Donc, je regarde un petit peu si tout se passe bien. Ça a l'air de bien partir. Donc, on va lui laisser vivre sa vie. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de revenir sur les slides. Petit coup de précaution. Écoutez, ça a l'air d'être pas mal. On revient ici. Alors, dans l'architecture de démo, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment mettre en place finalement l'ingestion de mon fichier parquet vers ici une table de type heap dans mon Azure Synapse. Ce que je vous ai montré, très important, c'est bien de comprendre un petit peu quel type de données qu'on va utiliser. Donc Azure Synapse vous propose directement à partir du lac de données, de vos comptes de stockage, de pouvoir très rapidement de faire une première visation de vos données, sans être obligé de mettre en place des choses très compliquées. Clic droit, nouveau script SQL ou nouveau notebook, et en fonction de vos affinités, ressortir les données soit avec une requête SQL, soit avec une requête de type Python, par exemple. Et ça, ce qui est plutôt bien pour comprendre vos données. Une fois que vous avez compris vos données, l'idée, c'est de mettre en place donc, notre pipeline à gestion. Alors, bien entendu, dans un webinaire d'1 heure qui n'est pas dédié à l'ingestion, je vous ai fait juste une activité de copie. Mais ce qu'on voit chez nos clients, c'est aussi l'activité qui est la plus souvent utilisée, notamment pour commencer les projets dans Azure. Mais sinon, un pipeline peut être une collection de plusieurs activités. Et ce qui va être intéressant, c'est que ce pipeline, pour aller aussi bien chercher des données qui se trouvent chez vous on-prem avec ce qu'on appelle le Self-Hosted Integration Runtime, ou si vos données sont déjà dans le cloud et principalement dans Azure, dans des bases Cosmos, SQL, dans des bases, dans des data lakes ou dans des machines virtuelles, l'Azure Integration Runtime peut faire l'affaire. Encore, quand je dis machine virtuelle, il se peut que parfois on est obligé d'utiliser comme le Self-Hosted Integration Runtime qu'on installe au sein de la machine virtuelle. Donc l'Azure Integration Runtime, c'est plus pour les services Azure de type PaaS principalement. Et ce qui est intéressant, c'est que ces activités, en fonction de là où vous allez chercher vos données, alors oui, très important, tout ça c'est basé sur les services liés, hein. C'est très important, c'est ça qui va faire le lien entre vos sources de données et Azure Synapse, et notamment la partie orchestration et pipeline. Donc toutes ces activités ici pourraient créer des pipelines plus ou moins complexes, avec, quand tout se passe bien, prendre un chemin ici, donc reprendre en vert, et puis la gestion d'erreurs ici. Vous pouvez après générer d'autres types de sorties en fonction des erreurs. Alors bien sûr, soit en demand, soit planifié, ou soit sur des événements, un nouveau fichier arrive et hop, je déclenche un pipeline. Alors, comme je l'ai montré très rapidement avec les services liés, donc la possibilité d'avoir nativement plus de 80 connecteurs qui arrivent avec la solution. Ça, je vous l'ai montré tout à l'heure, donc je vais très vite. Hein. Pour ceux qui connaissent Azure Data Factory, vous êtes en terrain familier. Sinon, pour les autres, toutes vos activités sont là. On essaye de proposer une grande intégration avec les services Azure. Celui que je n'ai pas mentionné, mais je vous dis un mot, c'est celui-là que j'aime beaucoup, parce que si jamais vous êtes bloqué dans Azure Data Factory ou dans la partie pipeline d'Azure Synapse, typiquement il y a une transformation qui n'est pas facile, que vous ne savez pas comment faire, alors que c'est plus facile à faire avec du code C# par exemple. On peut imaginer faire cette transformation ou cette activité dans une Azure Function, puis l'invoquer avec l'Azure Pipeline ou Azure Data Factory. Ce qui fait que vous pouvez en plus enrichir vous-même la solution si jamais il manque quelque chose. Les datasets, donc ça on l'a vu tout à l'heure, et du fait que j'ai fait une petite erreur, ça m'a permis justement de revenir dessus sur la notion de dataset. Le dataset va s'appuyer sur le link services, sur le service lié, pour pouvoir lui dire quelle est la structure du fichier, où est-ce qu'elle se trouve, importer le schéma et ce genre de choses, ou spécifier le nom de la table, ce que j'avais omis précédemment. Voilà, donc tous les connecteurs. Donc le slide il dit 90 connecteurs ou plus, donc c'est même un peu mieux ce que j'avais dit précédemment. Et ce qui va être important aussi, c'est la notion des integration runtime, bien comprendre la différence entre l'integration runtime Azure, le self-host integration runtime, celui qu'on déploie pour aller chercher des ressources on-prem ou dans des machines virtuelles, et puis il existe un integration runtime pour faire tourner des packages SSIS qu'on ne peut pas migrer pour n'importe quelle raison et qu'on aimerait continuer à utiliser le temps de trouver une solution plus moderne.
Voici des exemples rapidement de ce qu'on peut faire avec les pipelines et mapping data flow, le wrangling. Ça encore, je vous laisserai, c'est juste à titre d'illustration. Ça, c'est important. J'ai commencé à en parler. Azure Synapse, derrière, vous avez, quoi qu'il arrive, 60 distributions. D'accord? C'est 60 espaces de stockage. Et en fonction de la puissance que vous allez demander à Azure, plutôt à Azure Synapse, vous allez avoir un nœud qui va s'occuper, ce qu'on appelle un compute node qui va s'occuper des 60 distributions, mais où vous pourrez monter jusqu'à 60 nœuds qui pourront chacun avoir une seule distribution. Donc là, c'est ça les fameux DW 100, 200, 1000, 1500, 3000, etc. Sauf que ce qu'il faut savoir, entre DW 100 et DW 1000, vous aurez toujours un seul compute node. C'est juste la puissance. On va juste faire une progression vers le haut, c'est-à-dire plus de mémoire, plus de disques, plus de CPU. Lorsque vous allez faire DW au-dessus de DW 1000, là, on va rajouter des nœuds. Et ce qui fait que si vous êtes par exemple en DW 1500, vous allez avoir deux nœuds qui chacun va se partager 30 distributions. Et si jamais vous montez, si jamais vous avez 4 nœuds ou 5 nœuds, etc., bah, les distributions vont se partager jusqu'à 60. Vous pourrez avoir un nœud par distribution si vous êtes au maximum du Data Warehouse Compute Unit. Bien entendu, le prix va avec, donc il faut faire attention à ça. Mais encore une fois, les choses sont intéressantes du fait d'être dans Azure, c'est que c'est complètement élastique. Donc, ce qui veut dire que quand vous avez des distributions, il faut savoir comment distribuer vos données. Et là, on a essayé de vous montrer ici ce que veut dire les trois types de distribution. Typiquement pour l'ingestion, j'ai utilisé ça parce que j'ai envie d'une ingestion la plus rapide possible, et donc le round robin répond bien à ça, parce que dès que la donnée arrive, c'est le système tac, il va distribuer pour chaque distribution quand les informations arrivent. Par contre, et ça c'est ce que j'ai fait pour le rapport, si jamais vous voyez que vous avez beaucoup d'analyses qui se fait par exemple sur une colonne ou sur un axe bien précis, par exemple, 90% des rapports se font au niveau d'un pays, 90% des rapports se font plutôt au niveau des produits, etc. On peut définir une clé de distribution par rapport à une colonne et lui dire, bah voilà, tu me fais un hash sur la colonne de type pays. Et moi, c'est ce que je vais faire parce que dans ma démonstration, dans le scénario, c'est comme c'était un site mondial, bah souvent, 90% des rapports étaient par zone géographique. Donc, ça peut être bien de distribuer par ville ou par pays, peu importe. Et puis, quand vous voulez faire du reporting type schéma en étoile et que vous avez beaucoup de, comment ça s'appelle, de tables de dimensions, bah, la distribution de type répliqué peut être pas mal. Ça veut dire quoi répliquer? Alors attention, ça veut dire que chacune de ces tables vont être copiées à l'identique dans les 60 distributions. C'est très très bien si vos tables font moins de 2 gigas, ce qui est relativement le cas pour des tables de dimension. Au-delà de 2 gigas, on va en discuter en fonction du type de vos valeurs, la distribution, la compression possible, etc. Et ce qui est intéressant, c'est comment créer cette table, et ça je vous l'ai montré tout à l'heure. On fait un create table et on rajoute ici le statement with qui va vous permettre de choisir comment choisir votre distribution. Les index, c'est bien beau de distribuer, mais après il faut savoir comment cette table va être utilisée. Et là aussi, on a essayé de récupérer des informations pour vous donner le plus justement d'indications possibles de comment choisir vos index. J'ai envie de dire c'est un bon point de départ, mais après, ça n'enlève pas le fait de bien regarder vos tables. Et c'est là où nos partenaires comme Solution BI peuvent vous aider à choisir les bons index et à optimiser de manière optimale ces tables-là. Je fais une parenthèse là-dessus. Azure Synapse, c'est extrêmement puissant, c'est une super solution, mais si on n'utilise pas les bons index, si on n'utilise pas correctement, ça ne donnera pas les résultats escomptés. Et notamment en termes de volumétrie, mais je reviendrai là-dessus, mais si vous voulez utiliser Azure Synapse avec une volumétrie de quelques gigas et de, je sais pas moi, 1 million de lignes, vous risquez de ne pas être satisfait, et surtout si vous comparez à une base Azure SQL simple, ou voire même à une base type Hyperscale ou ce genre de choses. D'accord? C'est une solution extrêmement puissante, mais ce n'est pas une solution magique. D'accord? C'est vraiment fait pour de la haute volumétrie et c'est une solution distribuée. Donc, il faut bien garder ça en tête. Donc, si je reviens sur les index, donc, les index par défaut qu'on va utiliser, donc un héritage d'SQL Server depuis la version 2012, je dirais, et qui a été largement amélioré ensuite grâce à nos retours de nos clients qui nous font pas mal de retours sur nos produits. Et pour ça, on vous en remercie beaucoup.
Ici, donc l'idée c'est d'avoir un index en colonne fortement compressé, ce qui fait qu'on gagne fortement en I/O et c'est vraiment extrêmement performant justement pour tout ce qui est reporting. Il y a peut-être pour d'autres scénarios où le column store index sera plus un handicap. Donc rien ne nous empêchera, rien ne nous empêche d'utiliser d'autres types d'index comme les cluster index que vous connaissez. Que vous connaissez donc depuis extrêmement longtemps, j'imagine, ou alors des non-cluster index, vous allez avoir des index secondaires pour adresser d'autres types de rapports, d'autres types de recherches en fonction de ce que vous voulez faire. Et puis le heap, en fait, là, pas d'index du tout, vachement bien. Bah, c'est ça, c'est ce que je suis en train de faire pour charger des données en masse de manière peut-être temporaire pour pouvoir faire ces notions d'ingestion. Encore une fois, ce sont c'est pas comment ça s'appelle, des indications absolues qu'il faut absolument appliquer à 100%, mais déjà ça vous donne une bonne indication, ça va pouvoir mettre déjà de partir dans la bonne direction. Puis ici, on vous a donné comment créer les index. Alors, revenons à la démo. J'espère avoir parlé assez longtemps pour avoir permis l'ingestion, faire un refresh. J'adore avoir ce genre de mots dans mes démos. Alors c'était un petit peu plus rapide qu'hier. Peut-être que la Terre a tourné un peu plus vite aujourd'hui, j'en sais rien. En fait, voilà, c'est juste pour vous montrer, ça aurait pu être plus, moins, mais c'est à peu près cet ordre de temps. Ce qui va être vachement bien ici, c'est que quand je reviens sur ma partie données et que je vais là, eh ben, je peux lui demander, bah tiens, s'il te plaît, donne-moi une prévue de mes données. Et là, ça devrait être quand même assez long parce que j'ai pas d'index, donc il va essayer de faire ce qu'il peut. Là, en fait, il scanne ma table et boum. Ah bah là, pour le coup, je m'attendais un peu plus long, comme quoi c'est les joies de la démo. Et donc là, voilà, il me retourne mes données. Effectivement, maintenant, j'ai de la donnée dans ma table. Sauf que si j'utilise cette table-là pour mon rapport Power BI, mes performances vont être désastreuses. D'accord. Il ne faut pas oublier que j'ai 115 millions de lignes ici. Et ça va être complètement désastreux si je le fais là, parce que je vais avoir beaucoup de tables scan vu que je suis en heap. Ce qui va être... par contre, ce qu'on va faire, nous, je vais revenir ici. Et puis, j'ai préparé un deuxième script pour créer ma table qui va me permettre qui va me permettre l'utilisation justement pour mon reporting. Et là, ce que vous allez voir ici, je vais faire un create table. Je fais juste un create table avec le statement with. Je vais dire, tu vas me faire une distribution de type H sur, en fait, là, ici, dans mon jeu de données, c'est un champ technique pour dire c'est la ville. Bien sûr, après, il faudra créer une couche sémantique qu'on ne va pas adresser aujourd'hui, mais ça, c'est des sujets qu'on pourra voir plus tard avec Solution BI et IMAD sans problème. Mais aussi, je vais lui mettre un cluster column store index. Et surtout, pour créer cette table-là, je fais un create table as. Et je ne fais pas une autre copie activité ou quoi. C'est parce qu'en faisant un create table as, je vais éviter tout ce qui va être génération des logs et ce genre de choses. Et donc, je vais être extrêmement rapide. Parce que moi, tout ce que j'ai besoin, finalement, ma table de staging, ouais, je suis sûr, elle est propre, j'ai mes bonnes données, parce que j'ai vérifié avant, et que je n'ai pas introduit dans la démo, sinon il faudra commander des pizzas et des petits déjeuners pour demain. Mais je sais que comme mes données sont bonnes, je n'ai pas besoin de faire de transformation, de vérification plus que ça, et donc j'utilise le create table as. Donc je vous encourage fortement à regarder justement ce statement SQL qui est le create table as, car c'est vraiment pas mal pour créer rapidement des tables. Et des fois, ça va même plus vite d'effacer une table existante et de faire un create table as sur vos tables d'origine pour recréer vos tables. Et donc, je vais faire ça, j'exécute sur mon pool, et normalement, cette étape de la démo doit aussi prendre entre 5 et 6 minutes. D'accord ? Et donc là, n'oubliez pas, j'attaque une table en heap, avec 115 millions de lignes, et donc j'ingère ça de cette manière-là avec mon create table as. Et donc, je profite de ce temps mort pour revenir sur ma démo. Donc là, maintenant, nous sommes là, ici. Je passe mes données de cette table de staging, que bien sûr, je pourrais, et que je vous conseille fortement de retirer, hein, parce que ça ne sert à rien de conserver du stockage dans Azure Synapse, vu qu'il est déjà là, et que le coût de stockage ici est nettement moins cher. Et là, en fait, c'est le même, vu que ça sera dans le lac sous-jacent. Mais ici, on va éviter de polluer notre Azure Data Factory, et puis surtout éviter des requêtes ou quoi au caisse, parce qu'on a aussi déjà vu ce genre de choses, où, tiens, j'ai ma table ici, je vais faire un reporting, ou je vais faire des recherches de données. Comme c'est pas optimisé pour ça, ça va consommer beaucoup de compute pour rien, et donc augmenter les coûts à ce niveau-là. Donc là, je suis en train de faire le create table as ici pour créer ma table qui va bien pour alimenter mon reporting. Donc ça, c'est la structure logique des tables. Donc on revient sur la distribution et les partitions. Ici, donc j'ai ma table. Et là, ce que vous voyez en violet, c'est les différentes distributions.
Et là, il y en a 60, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Okay, dans chacune des distributions, on peut imaginer, si c'est pertinent, et si la volumétrie est forte, d'avoir des partitions. D'accord. Alors, bien voir la notion de distribution de partition, parce que des fois, et même au début, je me mélangeais un petit peu, et j'ai des clients aussi qui me disaient, ils me parlaient de partition alors qu'ils parlaient des distributions et vice-versa. D'accord. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on peut faire typiquement des partitions sur les dates, ça peut être pas mal, notamment si vous voulez faire des requêtes très précises et que c'est en plus utiliser une distribution de type H, ce qui fait que vous allez avoir un nœud dédié sur cette distribution et partition pour répondre à vos requêtes et vous allez surtout éviter les mouvements de données et faire des jointures entre plusieurs partitions qui se trouvent dans des distributions différentes. Par contre, et je reviens sur le sujet que j'avais commencé à évoquer tout à l'heure, ici la volumétrie est importante. Si vous faites ce genre de structure de vos distributions et de vos partitions éventuelles avec une très faible volumétrie, ça risque d'être moins performant qu'une table normale dans une SQL database. Encore une fois, nous sommes là, Solution BI Microsoft, pour vous aider à choisir les meilleures solutions. On ne va pas vous dire, ouais, prenez Azure Synapse, alors que ça pourrait être pas forcément au début la meilleure solution, et ça risque même de vous coûter plus cher pour moins performant. Et là, ça ne va pas le faire. Par contre, si vous avez un minimum d'1 million de lignes par distribution et partition, ce qui fait que vous avez plus de 60 millions de lignes au total, si on prend 60 distributions avec une partition, et que vous avez plus de 60 millions de lignes, là, ouais, ça commence à devenir super intéressant. Parce qu'en plus, derrière, encore une fois, avec la méthode des distributions, on pourra dire, bah, tiens, tu as une table de fait qui est très grosse, cette table de fait, on peut peut-être utiliser une distribution de type H avec un column store index. Et les bénéfices seront, si vous devez faire des comptes distincts, que moi je fais pas mal sur mes rapports, des overpartitions, des types de joints, des groupes by, là ça va être super intéressant. Et puis si vous avez beaucoup de tables de dimension, comme je disais tout à l'heure, si elle n'est pas trop large, donc ce qu'on a vu de manière empirique, c'est cette limite de 2 gigas. Il y a des fois on a utilisé plus, mais même des fois en dessous de genre 1 giga 5, c'était moyen et il fallait plutôt redistribuer les tables en round robin. Bref, et c'est là encore. On est là pour vous aider et à essayer ensemble de trouver les meilleures solutions. Mais déjà, ce que je vous montre ici, c'est déjà une bonne piste. C'est déjà une bonne direction à laquelle aller. Les dimensions et puis les tables de staging en round robin, c'est ce qu'on est en train de faire. Et après, on fait un set as, un create table as pour créer les tables qui vont bien. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le column store index, ça, pour le reporting et pour tout ce qui est analytique, ça a vraiment apporté des choses très intéressantes. En fait, l'idée, ici, vous avez votre table. Peut-être que vous la connaissez. L'idée, c'est de la diviser, cette table, en ce qu'on appelle un regroupe ou en groupe de lignes. Et comme par hasard, la taille qu'on a choisie pour le groupe de lignes, c'est 1 million. Donc, on va faire des regroupes par 1 million. D'accord ? Et une fois qu'on a nos groupes de lignes de données, on va prendre toutes les colonnes dans ces lignes de données et on va compresser chacune des colonnes. Et on va stocker en format colonne. Ce qui fait que, admettons que je veux chercher tous les gens, tous les clients qui s'appellent Mercier au Canada qui ont acheté tel type de produit, qui ont acheté, je ne sais pas moi, un album de Prince, au hasard. Et bien, ici, quand le moteur va faire la requête, il dit, attends, Mercier, c'est M, donc il faut que j'aille au M, donc il va regarder l'index. Et pour arriver au M, il va passer les données par paquet d'1 million. Tac, 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 tac. Donc ça va aller extrêmement vite jusqu'à qu'arriver où il va être dans le regroupe et dans les colonnes où il y aura déjà la lettre M qui va arriver. Puis après, si je fais un select titre de l'album, artiste, nom et location, il ira requêter que les colonnes impactées par la requête SQL et pas toutes les colonnes. Et on a beaucoup amélioré ce système, notamment avec l'avènement d'SQL Server 2012 quand c'est arrivé. Le gros défaut, c'est que quand vous mettiez un column store index sur votre table, votre table sous-jacente était en lecture seule. C'est ballot pour les mises à jour. On était obligé de détruire l'index, mettre à jour la table, reconstruire l'index. Et donc maintenant, ce qu'on a fait, on a rajouté ce qu'on appelle le Delta Row Store. Donc dès que vous avez des updates ou des modifications qui sont faites au sein d'une de vos tables, on va stocker tout ça dans une table normale, type Row Store, qui sera requêtable. Pour le coup, là, on fera plutôt du scan sur ces tables-là. Mais bon, on fera du scan en complément du column store index, ce qui fait que la perte de performance sera minime. Et dès qu'on va arriver à une certaine volumétrie, qui, encore une fois, comme par hasard, le minimum système, c'est 1 million, ces tables-là seront divisées, encore une fois, bien sûr, en regroupe et compressées aux colonnes, et l'index sera mis à jour. Et à côté de ça, on a toujours les clusters et non-clusters index en format B-tree, où vous pourrez venir en complément du column store index si nécessaire. Alors, je reviens sur ma démo.
Hop, 6 minutes. Donc, je suis toujours en train d'ingérer mes données. Ce qui est là, pour le coup, c'est un peu plus long que ce que j'espérais. Donc, dans ces cas-là, je vais revenir sur mes slides parce que tant que ça, c'est pas fini, je ne pourrai pas passer à la suite de ma démo, ce qui va être extrêmement ballot. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Juste un point, Franck, Vas-y. si on s'imagine dans un point de vue de continuité, c'est-à-dire de chargement qui va se passer assez régulièrement, donc c'est là où ça pourrait justement être intéressant de voir comment isoler d'une certaine manière, pour, que ce soit les lignes delta ou autres, justement, pour, pour au jour le jour essayer d'accélérer ce temps d'exécution-là. Voilà, exactement. Mais ça va être aussi géré au niveau de l'orchestration. Il faudra gérer la notion de delta. Donc là aussi, on a des possibilités de le faire. Et après, bien sûr, reprendre toutes les bonnes pratiques que je suis en train de vous montrer d'ingestion. Et puis après, d'update de vos tables. Alors après, en fonction de la taille de la table, comme je disais tout à l'heure, des fois, on s'était rendu compte que ça allait plus vite d'effacer la table et de faire un create table adds quand c'est possible. Je dis bien quand c'est possible. Ou alors, faire la notion d'update de la table, hein, comme on a l'habitude de faire. Je vais en profiter pour vous montrer la partie monitoring. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ce qui est pas mal aussi, c'est cette notion de Gantt qu'on n'avait pas avant, de voir comment dans le temps les choses se passent sur le déroulement de vos pipelines sur une ligne de temps. Tout ce qui va être trigger, integration runtime, et puis là les requêtes SQL qui sont en train de se passer. Donc là sur votre pool SQL on demand, mais aussi sur mon pool from here. Donc normalement, je devrais avoir ma requête qui s'exécute. Ah bah non. Donc ça veut dire qu'entre-temps, c'est fini. D'accord, ça a l'air d'être fini. Alors justement, j'anticipe un peu. Regardez ça là. Il y a des requêtes qui s'exécutent en Big Data Load et d'autres en Small RC. Est-ce que vous allez avoir la notion de workload aussi? Et vous pourrez dire, pour tel workload ou pour tel utilisateur, je lui alloue 60% de la puissance de mon Azure Synapse. Et pour d'autres, je lui alloue que le Small RC, c'est-à-dire là où tout le monde arrive par défaut. Vous pourrez même dire, si c'est telle personne ou telle application, je la passe en priorité. C'est-à-dire que normalement, quand les requêtes arrivent, elles sont traitées les unes derrière les autres en fonction de leur workload. C'est-à-dire que la première arrive, elle est en Small RC, donc je lui donne juste 5% de la puissance. La deuxième arrive, elle est en Big Data Load, là je vais donner 60% de la ressource. Mais admettons qu'il y en a une troisième qui arrive et qui est pour l'analyse financière en fin de mois, et ben elle, je peux dire, hop, tu sautes toute la queue, tu arrives direct en premier. Un peu quelqu'un qui a un pass VIP à Disneyland, par exemple, et qui peut permettre un coup de fil et qui arrive devant. Donc ça aussi, c'est tout à fait possible. Donc, d'après ce que je vois ici, ma requête a dû être terminée, ce qui arrangerait fortement mes affaires. Donc si je reviens sur... voilà. 8 minutes 18. Sincèrement, je m'attendais plutôt entre 5 et 6 minutes. Bon, pourquoi pas. J'aime bien mes 115 millions de lignes qui sont arrivées dans ma table Create Table As. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, je le sais, derrière, moi, je veux utiliser le composite model. Pour utiliser le composite model, il me faut quelque part une table d'agrégation qui va me servir justement d'avoir l'import et le in-memory pour pouvoir créer le fameux rapport que je vous ai montré tout en début de présentation. Et encore une fois, ce que je veux dire, c'est que derrière, il n'y a pas de magie, il y a juste la mise en place de la bonne structure. Et donc pour ça, je vais me créer une table d'agrégation, et encore une fois, avec un create table as, sur lequel je vais dire, tu vas aller sur la table qu'on a créée ensemble ici, la numéro 2, et sauf que tu vas me faire les group by et tout ce qui va bien. Vachement bien parce que j'ai un H-index et c'est super optimisé pour le group by, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, je vais exécuter tout ça maintenant. Bam. Et donc là, je vais créer une table numéro 3. Là encore, normalement, ça devrait prendre entre 4 et 5 minutes. Vous avez dû voir peut-être 2-3 fois déjà que j'utilise ça. Cet utilisateur ici, je l'ai rajouté dans mon workload Big Data Load. Ce qui fait que là, moi, je lui donne 60% de mon serveur. Ici, donc là, je lui donne pas mal de... comment ça s'appelle je trouve plus mes mots. De puissance. Comme c'est lui qui se connecte, je lui donne pas mal de puissance. Et... attendez, je crois que je recherche... Tac. Ça, je ne l'ai pas préparé ici. Ça m'apprendra... Ouais, voilà, c'est ça. J'ai créé user. Là, j'ai ramené DB. Attendez, je cherche. Où est-ce que je l'ai mis? Je suis désolé pour ça. Ça vous montrera que c'est vachement bien de bien nommer vos
vos scripts SQL. Donc je ne retrouve pas le script, je le retrouverai et je vous montrerai ça. Ah bah il est là, comme quoi ça n'a rien à voir à Dev Demo, bien joué Franck, ça m'apprendra, voilà c'est là. J'ai créé le workload ici, que j'ai appelé Big Data Load. Et là je lui dis, le minimum, je vous ai une petite bêtise, le minimum ici ça va être 50% de ressources, tu es capé au maximum, et je te donne un minimum de 4 cœurs. Boum. Et comme ça, et après, une fois que j'ai créé mon workload, j'assigne les membres dans cette, avec ce SQL. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer très rapidement. Alors, si je reviens maintenant, alors bien, maintenant j'ai mis pas mal de bazar, bien joué encore. Si je reviens ici, alors attendez, non, c'est plutôt là que je devrais aller. Mon CredTable As, il est en train de tourner, très bien. Donc je reviens sur ma démo, et là, quelque chose vient de se rajouter. En début de présentation d'architecture, il n'y avait que ça. Et là, vous allez me dire, mais attends, tu nous rajoutes une table. Oui, pourquoi? Parce que je prépare ma structure pour le composite model. Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas le composite model, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, ça va vous permettre d'avoir au sein d'un rapport Power BI Desktop, et bien sûr, après, une fois qu'il sera publié sur Power BI Service, d'avoir en même temps des tables qui vont être en direct query et d'autres qui vont être en mode import. Et c'est pour ça que je suis en train de créer une table de type agrégation, parce que cette table-là, qui va être finalement ma vue macroscopique de mes données, elles vont être importées dans mon rapport Power BI Desktop. Mais lorsque mes analystes ou mes BI consumers, ici mes utilisateurs finaux, vont utiliser le rapport, puis s'il y en a un qui fait un clic droit, par exemple sur la ville ou le pays, qui veut plus de détails et descendre jusqu'à la session ID, que je vous ai montré tout à l'heure, c'est quelque chose qui n'est pas là, vu que j'ai pris que quelques colonnes. Et ben, le direct query, il va aller là pour aller faire la requête. Et ça va être le serveur lui-même, le serveur Azure Synapse, qui va prendre la charge et le calcul pour faire le calcul et renvoyer le résultat ici. Alors, pourquoi le composite model? Parce qu'avant que ça existe, en fait, vous aviez 3 modes pour aller chercher vos données avec Power BI. Le mode import, le mode direct query et le mode live exploration. Les deux, c'était du direct, sauf que le Live Exploration, c'était dédié à Analysis Services avec une grosse limitation, pardon. C'est que le Direct Query et aussi bien le Live Exploration, donc j'aurais dû rajouter quelque chose de plus grand, vous n'avez qu'une seule source par rapport. Ce qui est très ballot si jamais vous voulez faire des croisements et enrichir votre rapport avec des données externes. Contrairement à l'import, où là vous importez vos données, vous pouvez faire le nombre de sources par rapport était illimité, toutes les transformations étaient disponibles, alors que là ici pour le direct query, certaines transformations n'étaient pas disponibles et c'était carrément aucune si on attaquait un cube. Et là donc on avait beaucoup de clients qui se plaignaient, qui disaient ok c'est vachement bien, mais sauf qu'avec l'import, déjà je ne peux pas publier plus d'1 giga sur Power BI Service Pro et pas plus de 10 gigas sur Power BI Premium. Et puis là, mon dataset, finalement, il ne fait pas 1 giga, il ne fait pas 10 gigas, mais il en fait peut-être 15, 16 ou même 20. Moi, j'ai déjà réussi à travailler avec des gros datasets. J'avais la bonne machine derrière avec 64 gigas de RAM, tout ce qui va bien, mais je ne pouvais pas l'exploiter, je ne pouvais pas le publier. Et à l'ère du big data, c'était quand même un gros manque. Et c'est là où est arrivé tout ça je vous l'ai dit, c'est là où est arrivé le composite model. Et là, le composite model, les modèles composites vont vous permettre de mixer au sein d'un même rapport des données direct query et des données import. Et là, on a une solution parfaite pour justement adresser la grosse volumétrie et justement les scénarios big data en termes de visualisation de données. Donc là, voilà, c'était juste pour vous montrer les modes de stockage, comment le faire, comment choisir les propriétés au sein de vos tables. Encore une fois, ça, c'est plus à titre documentation. Alors, vous aurez accès à tout ça. C'est n'importe quoi parce que le composite model n'est plus en preview. Donc, c'est-à-dire que mon slide n'est plus... Voilà, j'aurais dû faire attention à ça, je suis désolé. Donc, non. Je disais en disponibilité générale, donc c'est plus du tout en preview. Voilà, donc le type que vous pouvez avoir. Alors, dual, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que c'est le Power BI qui va choisir s'il veut se comporter comme étant un import ou en temps direct query. D'accord. Ça, c'est lui qui va paramétrer ça pour vous. En fait, vous allez choisir volontairement, vous, l'étape que vous allez définir en import, en direct query, puis lorsqu'il y a des relations, dit, celle-là, je la mets en dual, parce que peut-être que parfois, le client, je pense que c'est quelque chose qui ne va pas beaucoup changer, mais de temps en temps, j'irai faire une direct query si je ne trouve pas ce que je veux, ou si je juge que je dois faire du direct query. Encore une fois, l'agrégation, c'est pas du preview, donc c'est bien fait pour moi, j'aurais dû retirer ça, et ça va vous permettre justement, la table que je suis en train de créer là, je vais me connecter dessus, je vais la mettre en import,
Et puis, je vais avoir le détail ici, agrégate import. C'est ce qu'on va vous montrer. Et ce qui va être intéressant, c'est que pour l'utilisateur final, parce que vous allez me dire, mais là, je vais me retrouver avec 2 tables. Quelle table mon utilisateur va devoir utiliser? Power BI, ce qu'il va faire, il va cacher la table en import. C'est pour ça qu'elle est grisée comme ça. Il va ne présenter que celle-ci. Ce qui fait que l'utilisateur, lui, il va juste utiliser sa couche sémantique comme il a l'habitude de faire, mais c'est Power BI, desktop ou service qui va dire, bah, oh là là, là, il est en données il utilise des colonnes qui font partie de l'agrégation, je tape d'abord là. Et si j'ai besoin de plus de détails dans un autre visual, là, je vais me faire du direct query. Et si jamais il utilise des colonnes qui ne sont pas ici, bah, je vais être en direct query direct. Donc voilà, possibilité de manager l'agrégation, mais ça, je vais le montrer en démonstration très rapidement. Ce qui est pris sur les fonctions de type d'agrégation sur les valeurs numériques, donc bien sûr le count, le group by, ce genre de choses, et c'est ce qu'on va voir dans la démonstration. Et la précédence, c'est-à-dire que vous pourrez imaginer avoir plusieurs niveaux d'agrégation. Un niveau d'agrégation très haut, un peu plus fin, et direct query. Et on peut aller comme ça jusqu'à 10. Donc, encore une fois, je vous laisserai les slides. Donc maintenant, si tout va bien, on va passer à la création du rapport. Donc revenons ici, donc j'espère que ma table a été créée. À 3 minutes, bah là, ouais, ça a été plus vite que prévu. Ok, 3 minutes 54. Ok, très bien. Donc là maintenant, j'ai ma table d'agrégation. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir tout ça. Ici, on va se faire un petit refresh. Voilà, donc j'ai mes 3 tables. 2 en round robin, une en H. Voilà, vous voyez la différence ici des petits logos. Voilà. La possibilité de faire un script, juste de regarder rapidement. Voilà, bah là, j'ai des bons index, pas beaucoup de volumétrie, ça va extrêmement vite. Voilà, donc j'ai juste ces colonnes-là, ici. Alors maintenant, ce que je vous propose, bah, c'est de présenter ce rapport à nos utilisateurs finaux. Et donc pour ça, il va falloir que je crée le rapport. Pour créer le rapport, on va utiliser Power BI Desktop, que j'ai déjà préparé ici. Et là, je vais aller faire un get data. Sauf qu'il faut que je me connecte à mon Azure Synapse. Alors pour ce faire, comment on fait? Ici, on retourne sur notre portail Azure. Voilà, croyez-moi, ici, c'est l'onglet qui va bien, qui est caché par ça. Voilà. Et ici, vous avez la possibilité de reprendre votre SQL OnPoint. Et c'est ce que je vais faire là. Et je vais faire copier. Là, maintenant, je vais faire un get data. Et sur le get data, je vais aller chercher ici SQL Server Database. Je vais faire connect. Je vais mettre mon serveur. Et là, je vais aller chercher ma table de détail. Donc je me mets bien en direct query. D'accord. OK. Donc là, il va attaquer mon serveur Azure Synapse, mon Azure Synapse Pool. Voilà, donc je déroule ici. Et là, moi, je vais prendre ma table ici, avec mes données détaillées, là, qui est avec une clé de répartition sur mes distributions de type H. Donc voilà ce qu'on va voir. Et là, je vais faire load. Boum, c'est parti. Donc là, il récupère, même pas, il fait la connexion à mes données et va juste récupérer ici mes métadonnées. Maintenant, ce que je vais faire la même chose que tout à l'heure, get data, et là, maintenant, je vais chercher ma table d'agrégation. Voilà, ici, connect. Et je crois que j'ai fait n'importe quoi. Je recommence, je suis désolé. Je vais passer par là. Voilà, c'est mieux ça. Je fais past, et là on va faire attention, là on va faire de l'import. On va faire OK, donc là vous voyez le mode de stockage ici, c'est direct. Vous voyez peut-être pas très bien parce que j'ai la partie zoom qui la cache un petit peu. Là je fais OK, et là normalement un message va arriver. Un message aurait dû arriver, alors il arrive peut-être après, s'il n'arrive pas, je vais vous expliquer ce qui doit arriver. Je fais OK, là je fais load. Voilà, c'est lui que je voulais voir. Il va vous dire que potentiellement il peut y avoir un risque, parce que là on va mixer des données en import, des données en direct query. Il risque d'y avoir des données qui passent d'une table à l'autre, que peut-être certains utilisateurs ne sont pas censés voir. Donc là, il faut peut-être faire très attention à ce point-là. Et encore une fois, on sera là pour vous aider, Solutions BI et nous, pour savoir si il n'y a pas potentiellement de risque de sécurité. Et s'il y a, eh ben, voir comment mettre en place des systèmes de protection comme le Row Level Security, le chiffrement des données, l'accès, ce genre de choses.
Encore une fois, je ne veux pas vous dire que c'est super magique, que c'est tout beau, c'est tout propre ce que je suis en train de vous montrer. Je veux juste vous montrer que c'est technique, avec ses avantages, ses inconvénients, et qu'on ne fait pas n'importe quoi avec les données, parce que justement, lorsqu'on commence à mixer des sources dans tous les sens, il peut potentiellement y avoir des problèmes des problèmes de sécurité. Et c'est pour là qu'au-dessus, après, on va parler gouvernance, on va parler data catalogue. D'ailleurs, des choses s'en viennent chez Microsoft avec le projet Babylone, qui permettent justement de vous aider au mieux à répondre à ce genre de choses. Alors, moi, bien sûr, je me trouve assez sécure, donc je vais cliquer sur OK. Et là, ce que je suis en train de faire, je suis en train d'importer mes données. Ce message, je n'en avais pas tout à l'heure. Et là, je l'importe. Et là, je commence à rentrer en modèle composite. D'ailleurs, là, je suis en modèle composite. Mais je ne suis pas en modèle composite optimum. Parce que là, si on veut vraiment utiliser le modèle composite de manière optimale, c'est d'utiliser la notion d'agrégation. D'accord. Donc là, je suis à peu près à 400 000 lignes. Voilà, c'est ça. Et là, je vais avoir ma deuxième table. Je dois normalement avoir ma deuxième table ici. Voilà, ça arrive. Et là, ce qu'on va faire sur cette table-là, on va cliquer sur les 3 petits points et puis lui dire, j'aimerais gérer mes agrégations. Et là, on va faire quelque chose d'extrêmement passionnant. On va lui dire, voici la colonne d'agrégation. Qu'est-ce que tu veux faire comme agrégation sur cette colonne? Là, j'ai pas trop le choix, hein, vu que je suis là, c'est plutôt le type de browser. Donc, est-ce que c'est Internet Explorer et tout? Donc, je peux pas trop faire de calcul à part des groupes. Il va me dire, elle est où ta table de détail? Okay. C'est là aussi je veux choisir une prédécence 1, 2, 10 en fonction du niveau. Et puis je vais dire sur quelle colonne tu vas me faire ça. Donc là, moi, je vais sur la table session browser type. Et ça, malheureusement, je suis obligé de le faire pour tous les champs. C'est pour ça, d'un autre côté, que j'en ai pas pris trop non plus. Mais là, ce que je suis en train de vous montrer, ça va être la réalité des choses à faire. Session device segment. Hop, session device model. Donc, je vous avais dit que ça allait être extrêmement passionnant. Session modèle. Boom. Session OS. Voilà. Et là, je vais aller chercher session OS, bien entendu. Pouf. Hop, le trafic source. Hop. Là, ici, on va arriver sur une valeur numérique. Et là, boum, on a déjà le choix de plus de choses. Donc là, moi, je vais faire une somme sur ici. Et puis là, il va nous faciliter la tâche parce qu'il n'y a qu'un seul champ qui est éligible. Et puis là, ici, je veux grouper par pays. Donc, visiteur des city. Par ville, pardon. Et là, je fais apply. Alors, regardez, il vous dit, attention, cette table va être cachée. Et donc, effectivement, là, je fais un apply. Et là, elle devrait disparaître de ma présentation de couche sémantique. Ce qui fait qu'une fois qu'il sera publié sur Power BI Service, vos utilisateurs finaux ne verront plus que ça. Donc, ce qui fait qu'ici, maintenant, voilà, on va faire un petit rapport vite fait. Hein. C'est pas une formation Power BI, surtout que la plupart d'entre vous doivent déjà connaître, j'imagine. Donc là, j'ai bien mes 115 millions de lignes. Là, je vais aller chercher mes sessions browser type, qui est là. Encore une fois, par visit count, je vais faire un truc comme ça rapide. Voilà. Donc là, vous voyez, boum, là, je vais super vite là. Hein, parce que là, je tape ma table d'agrégation parce qu'en plus, j'utilise que des colonnes qui sont liées à cette table d'agrégation. Là, je vais être un petit peu plus violent avec lui. Je vais lui dire, tiens, faire les visit count par ville. Donc là, il va y avoir du monde qui va commencer à arriver. Et moi, je vais lui dire ici, je vais lui faire histoire de gagner un peu de temps, puis lui montrer des valeurs intéressantes. Je vais lui faire un top 15. Ici, là, je vais appliquer le filtre. Voilà, donc là, j'ai mon top 15, je suis content. Je vais faire quelque chose comme ça. Donc là, je tape que sur mon agrégation. Maintenant, admettons, je fais un deuxième rapport. Je lui dis, montre-moi les pays, le nombre ici par pays. Donc là, pour le moment, rien d'extraordinaire. Voilà, donc là c'est juste la carte a un peu de mal parce qu'il y a beaucoup de données. Et puis là maintenant je vais lui dire session client ID au détail qui n'est pas dans ma table d'agrégation avec le visit count. On rajoute ça et vous voyez ici là l'ascenseur, il n'en peut plus là, il va essayer de faire ce qu'il peut et il va peut-être même finir par plus. Regarde, il va remonter là, boum boum boum, et là il est en train d'envoyer en direct query. Par contre ce que je peux lui dire ici, ça va être intéressant, c'est que sur ce rapport-là, je peux faire un drill through sur la ville, que je vais rajouter ici.
Voilà. Ce qui fait que maintenant, si je reviens sur ce rapport-là, donc là, j'ai mon rapport qui est super rapide. Hein. Et puis, on veut dire, bah voilà, je veux voir ce qui se passe à Paris. Hop, clic droit, drill through, page 2. J'aurais dû la renommer autrement, mais c'est pas grave. Là, je descends. Ma carte, elle devrait se focaliser maintenant, boum, sur Paris. Et là, il va me sortir que les sessions parisiennes. Et là, la table va aussi se mettre à jour, mais non, même pas, c'est déjà fini, il m'invite. Pourquoi? Parce que là, je viens de combiner mon modèle agrégé, mon composite modèle avec ma table d'agrégation et le direct query qui part directement sur mon Azure Synapse. Donc si après je rajoute d'autres champs qui ne sont pas dans ma table d'agrégation, là bien sûr je tomberai directement dans le direct query. Oh, bien entendu, tout ça après je peux le publier sur Power BI Service et comme je l'ai montré en début, continuer à l'utiliser. Directement depuis le Power BI Service. Donc voilà ce que je voulais vous montrer ici. Donc là, on a fait cette notion de modèle composite. On a créé le rapport. On verra ça plus tard. Boum. Je vous dirai merci après. Hein, parce que là, il veut bien. Voilà. Et après, bien sûr, si je publie sur Power BI Service, on pourra l'utiliser de même. Et ce qui va même être intéressant, c'est imaginer donner le rapport, bien entendu, mais carrément donner accès au dataset, comme je vous ai montré tout à l'heure, et puis dire aux gens, bah, tu cliques sur créer rapport depuis le dataset, et boum, ils bénéficient de toute la structure qui est en arrière, vous savez, tout ce qu'il y avait en dessous de l'iceberg, et puis tout ce qu'ils voient, au-dessus. Ce que je voulais vous montrer, pour finir, parce que là, j'en ai terminé, et puis je vais passer la parole à Imad dans quelques instants, un truc qui est cool, c'est que mon rapport, là, et mon dataset, si je vais dans la partie développement, je peux le lier dans mon Azure Synapse comme on n'a pas tout à fait le temps aujourd'hui, parce que normalement c'est une session que je joue en un peu plus de 2 heures, mais après je montre comment le publier, je lis mon workspace avec Synapse, et ce qui fait que quand je clique là, bing, je vais taper mon rapport composite modèle, et là je suis dans Synapse, Azure Synapse, je n'ai pas bougé, et ça c'est cool. Et ce qui est vraiment bien, c'est que ici mon dataset, je peux l'ouvrir et puis créer mes rapports, faire des choses avec. Et ça, c'est vraiment super. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. J'espère que ça a été pertinent pour vous. J'imagine qu'il va y avoir beaucoup de questions, donc n'hésitez pas. Et je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. Donc voilà, Imad, Christophe, je vous repasse la parole. Génial. J'espère que vous êtes toujours parmi nous. Merci Franck. On a vraiment pu suivre ça de bout en bout. Ça se suivait assez facilement. Je vous ai lancé un petit sondage, donc n'hésitez pas à répondre pour voir votre intérêt. Est-ce que ça a suscité un petit peu de questionnement, peut-être pour une intégration dans votre organisation ou autre. Franck, je reprends la main. Vas-y. Ouais. L'image de champ. Alors maintenant, c'est ça. Après tout ça, donc on a vu quelques... je vous refais rapidement. Ouais, tiens Christophe, je vais me permettre. Il y a 2 super questions. Il y a celle de Nicolas. Alors, Christophe, juste, je ne veux pas hijacker le truc là. Est-ce que tu veux qu'on réponde tout de suite aux questions ou on laisse Imad présenter? Je serais revenu après, mais j'invite les participants, c'est ça, à mettre leurs questions dans la partie Q&A qui est juste en bas de la fenêtre Zoom, et puis ensuite on pourra les passer juste après Imad, après les quelques cas. Ok, ouais, ça marche. Vas-y, Imad. Je vais aussi essayer d'être très 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 bref, comme ça on va laisser la place justement aux questions. Il nous reste à peu près 23 minutes en cours. Donc moi, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment d'un cas d'usage où justement toute la magie dont Franck justement nous a parlé, comment justement elle peut être opérée, puis comment elle peut rapporter quelques résultats justement à des problématiques qui, je suis certain, parce que je vois quelques-uns des participants qui sont là, qui sont passés aussi par la même problématique, et puis qu'on pourrait répondre à ça. Donc pour cela, je vais vous présenter Karl justement par rapport à ça. Donc Karl n'est pas parmi nous, mais bon. Donc, Karl est justement directeur d'un programme de loyauté pour un groupe international en hôtellerie et en restauration. Donc, Karl aussi, il est justement utilisateur de Power BI depuis 2 ans maintenant. Et ce qui se passe justement, c'est que ce qu'il aimerait faire, vu le contexte de Covid, et comme vous le savez, le secteur d'hôtellerie et de restauration était les plus touchés par cela. Donc, il aurait souhaité justement analyser les habitudes de consommation donc, de ses clients, que ce soit dans tous les
établissements, restaurants ou hôtels, pour justement voir comment ce comportement-là était présent avant le Covid et puis partager ces informations avec son copain du marketing pour justement aller définir ensemble une stratégie et aussi des offres pour soit essayer de convertir les points accumulés, même si souvent dans les programmes de loyauté, ben, on va moins peut-être parler d'une date de fin d'accumulation de points ou autre. Mais là, justement, c'était l'idée de comment capitaliser sur ce qu'il y avait avant Covid pour aller justement essayer de faire ramener les gens dans les différents établissements post-Covid. Donc pour cela, bah, on parle bien sûr d'une forte volumétrie, à peu près 4,8 gigas. Ce qui, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que ça croise avec la volumétrie que justement Franck nous a montré avant. Mais là, la différence aussi, c'est que cette volumétrie allait accroître encore, parce que bien sûr, à chaque fois que la carte fidélité est scannée, donc forcément, il y a beaucoup de données qui sont remontées et ramenées par rapport à ça. Donc, mais par contre, la difficulté ici, c'est que les données de loyauté, ou plutôt de ce qui a été fait, ne venaient pas que du système ou plutôt que de la carte de loyauté de cette compagnie-là, mais bien sûr, elle était croisée avec d'autres programmes de fidélité du réseau. C'est quoi un réseau? C'est tout simplement le fait qu'ils ont créé des partenariats avec d'autres programmes de fidélité de cartes de crédit, par exemple, des compagnies aériennes et ce genre de choses-là. Donc, en ramenant d'autres données, ben forcément, euh, où ils auraient pu croiser ça, puis aller voir, par exemple, on sait que telle personne a pris tel vol actuellement pour partir à tel pays, bah, peut-être que ça serait bien justement de leur proposer quelques offres de restauration ou d'hôtellerie dans ces pays-là. Donc, on parle quand même d'une assez grosse volumétrie ici. Et puis par la suite aussi, principalement, bah, créer justement, comme Franck l'a montré avant, c'est d'aller se connecter sur Power BI Desktop pour les différents analystes qui sont dans cette équipe-là de Carl justement, et pour qu'ils puissent par la suite justement aller créer leur propre tableau de bord et surtout, même si des fois on part direct query ou autre, c'est de ne pas être limité à une seule source, mais potentiellement venir croiser justement les différentes données. Qu'est-ce qui le bloquait? Ce qui bloquait principalement, parce que dans cet écosystème actuel qu'on voit ici, c'est ce temps-là où on prenait un gros fichier qui était sous format de flat file, CSV, et pour aller le charger dans le Power BI. Donc, on connaît tous les limites des fois qui peuvent arriver, c'est la latence, c'est beaucoup de lignes, beaucoup d'attentes. Et dans ce milieu-là, c'est très important aussi de faire les agrégats. Donc, on part de la donnée brute, plate, et par la suite, il faut faire beaucoup de counts distincts, énormément de counts distincts pour voir combien de personnes sont parties là, combien sont parties dans l'autre côté, mais aussi c'est de savoir, par exemple, quel est le produit qui revient le plus souvent, le forfait qui revient le plus souvent. Donc, c'est beaucoup d'agrégation et c'est beaucoup de choses mises en place. Donc, l'écosystème actuel, c'était principalement, donc, comme je disais, il y avait des données du réseau, comme on voit ici, qui arrivent dans l'outil CRM. Donc, il y avait déjà une synchronisation qui est faite aujourd'hui entre le RP et CRM. Et tout ça partait dans une application qui s'appelait Fidelio. Alors, attention à ne pas confondre avec le RP Fidelio, ça n'a absolument rien à voir. Là, c'est vraiment un outil maison basé sur le cloud, donc SaaS, et qui permettait justement de regrouper toutes ces données-là. Pour vous dire, ils ont tout essayé, c'est-à-dire que finalement, c'est passé par une extraction CSV parce que c'était la plus simple à mettre manuellement, mais après, il y avait du OData, par exemple, des connexions OData par BI directement. Ça plantait beaucoup quand on dépassait un nombre de volumétrie, bref. Donc, il y avait vraiment énormément de choses autour de ça. Donc, l'idée avec ça, c'est que ce que ça allait apporter, justement, on va dire, la magie qui a été proposée par Franck aujourd'hui, c'est que la flèche qui va justement du système Fidelio vers l'extraction des données, bah là, en fait, ce qui sera mis en place et puis les discussions en cours, c'est vraiment de mettre en place un data lake, donc dans la partie Gold, donc la zone Gold, qui va récupérer ces données-là, et puis avec un mix, justement, qui va opérer avec le composite model. Ce qui se passe, c'est que ma table de faits au tuto, donc là où il y a eu vraiment une transaction, elle aurait pu justement durer en direct query ou autre parce que je veux vraiment voir mon résultat assez vite. Par contre, ce que je suis en train d'analyser, c'est un référentiel existant. Donc mes tables de référentiel qu'en termes de partenaires, membres, clients, tout ce genre de choses-là, allaient durer et allaient rester avec du mode import. Donc en combinant les deux, ça aurait été justement beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, parce que là, c'est vrai qu'on a vu dans la démo, on parle des fois de 5 minutes de chargement et tout ça, et c'est pas du tout comparable avec des cas où on a vu du 4 heures, du 6 heures sur le chargement. Et puis, même le résultat après, ben, il y a des time-out, il y a des choses comme ça. Donc, c'est de là où l'intérêt. Donc, 5, même 8 minutes, 10 minutes, c'est rien comparé
aux 8 heures et aux 10 heures, justement, que des fois, cette équipe-là passait pour pouvoir consommer de l'information. Donc, qu'est-ce que ça va apporter pour le moment? C'est déjà, si on prend vraiment d'un point de vue opérationnel, c'est libérer du temps aux analystes, parce que les analystes, au lieu d'aller consommer de la donnée croisée, créer leur propre tableau de bord pour en déduire l'information, parce que comme but ultime, c'était aussi de ramener des prévisions et changer les habitudes, bah, ça passait beaucoup plus de temps à aller voir comment retravailler la donnée source pour qu'on puisse arriver à ce résultat-là. Donc déjà là, il y a eu un temps assez important qui a été libéré. La deuxième chose, c'est de gagner du temps, comme je disais, sur le chargement de données. Donc on a vu, par exemple, des temps de traitement à 5-10 minutes, mais ce que je disais avant, ça reste vraiment absolument petit par rapport à la, entre guillemets, la galère actuelle. Voilà. Donc, il y a aussi la partie orchestrer, suivre et tracer le processus d'alimentation. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu ici au détail, c'est normal parce que par rapport au temps qui a été donné, mais c'est très important aussi dans ce monde-là d'être sûr de la donnée reçue, parce que quand on la croise, comme ici dans les deux programmes de loyauté qui sont différents, donc je la croise avec un autre système, c'est quand même assez important de savoir qu'on parle vraiment du même client, du même membre. Et donc, il y a des fois où potentiellement il y aurait une gestion de recyclage ou d'erreur ou de gouvernance de données qui peut avoir un sens justement pour s'assurer qu'on parle vraiment de la même personne ou du même membre. Aussi, là, ce qui a rapporté, c'est que comme vous l'avez vu, quand même, la construction de rapports est assez fluide. Alors, encore une fois, euh, il y a les outils, mais il faut avoir aussi les compétences en face. Donc, il y a des formations à faire, il y a de l'accompagnement à faire pour justement que les personnes arrivent sur ce self-service-là, de le construire eux-mêmes, être complètement autonomes dans la partie de visualisation. Donc, c'est quelque chose aussi qui va venir après. Mais par contre, vous voyez, ces deux points dont je parle ici, c'est que justement, Franck en parlait rapidement, mais ça donne place à vraiment une gouvernance de Power BI, une gouvernance de données qui est quand même assez importante à faire. Donc, ces points-là vont arriver par la suite et d'ailleurs, ça peut faire partie de nos prochains webinaires, c'est justement de voir qui est donc de toute la partie déjà chargement en delta. Première fois, on a parlé tout à l'heure, on l'a vu, qui reste quand même rapide, 8 à 10 minutes, mais si on était en delta, bah, potentiellement, le jour 2, ça aurait été quelque chose qui va aller un peu plus rapidement. Donc, c'est tout ça qui peut venir par la suite. Donc, voir comment cette solution-là peut s'accompagner justement dans un mode delta, aussi comment ça peut s'inscrire dans une gouvernance de données globale, parce que là, il faut que ces sources-là deviennent quand même assez sources d'entreprise, dans une vision data-driven ou autre. Il faut que ça soit gouverné. Et aussi, on parle de Power BI, mais comme vous le savez, quand on met en place Power BI, il y a quand même toute une architecture de faire, de dire qui peut aller créer ces rapports-là, mais qui peut aussi, à un moment dans l'équipe, décider est-ce que c'est le composite modèle avec quoi il faut aller ou quelles tables vont aller en mode euh, soit ce que j'appelle le mode hybride ou le mode direct query ou import mode. Donc, c'est ce point-là qui reste à creuser et puis qu'on se propose dans les prochaines semaines, voire à la rentrée, de faire justement un webinaire pour mettre ça dans un contexte de continuité et dans un travail de tous les jours par la suite. Donc voilà, et n'hésitez pas bien sûr s'il y a des questions par rapport à ça. Merci Christophe, merci Franck. Mais je fais suite à ce que tu disais. Donc rapidement, quelques mots-clés. Là, je vous propose de se dégourdir un petit peu et de passer à un petit quiz. Alors, je vais vous afficher donc un petit code. Donc, je vous invite à aller donc, sur la page qui s'intitule, je ne sais pas si vous voyez mon écran, donc le site c'est kahoot.it. Donc ça marche aussi sur mobile, sur Chrome ou sur Safari. Et je vous mets le code PIN à l'écran. Tout de suite. Alors, rassurez-vous, le but, c'est vraiment pas de vous noter ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste de rendre ça interactif. Et puis peut-être que ces questions-là vont créer lieu justement à quelques discussions. Justement. Donc le site c'est kahoot.it. Très simple. Et le code PIN 38 75 16. Peut-être Franck, pendant ce temps-là, pendant que les personnes justement se connectent, si tu veux répondre aux deux questions, Franck, je te laisse la main. Ah oui, je peux répondre aux questions et je précise que Kahoot fonctionne aussi avec Edge. Parce que tu ne l'as pas mentionné, Christophe, et je suis extrêmement déçu. Non, je plaisante, bien entendu, je plaisante. Effectivement.
Alors, il y a deux très bonnes questions. Alors, la question de Nicolas, comment Databricks s'intègre dans Synapse versus Spark? C'est une très très bonne question. Euh, Sous la question, il y a une autre question qu'on nous pose souvent, c'est mais est-ce que Azure Synapse va remplacer Azure Databricks? La réponse est non, tout de suite. Pourquoi? Parce que Azure Databricks va être là pour vraiment adresser des scénarios beaucoup plus avancés autour de la transformation de données et surtout tout ce qui va être machine learning. Clairement, aujourd'hui, Azure Synapse n'est pas au niveau d'un Azure Databricks pour faire des algorithmes de machine learning avancés. Il sait en faire. Et vous pourrez en faire, mais lorsque vous voulez faire vraiment des choses orientées pure data scientist, Azure Databricks reste la solution idéale. Maintenant, en termes d'intégration, via les pipelines, il sera toujours possible d'aller invoquer des notebooks Databricks qui ont été développés dans Databricks, utiliser des jobs Databricks pour transformer les données, puis ensuite les récupérer à nouveau dans Azure Synapse. Ça, c'est tout à fait possible à faire. Et une deuxième question, quelle est la différence entre Azure et Synapse et Streaming Analytics? Ouais, alors Azure Synapse, c'est vraiment une solution analytique distribuée pour traiter l'ensemble du cycle de vie de la donnée. À côté de ça, Azure Stream Analytics, ça va être un moteur. J'ai oublié le nom. C'est un moteur de traitement de données en temps réel, basé sur le langage Transact SQL. Et typiquement, Stream Analytics, c'est un moteur de Complex Event Processing, un CEP, et qui va vous permettre en temps réel de traiter de la donnée, des flux de données entrants, par exemple d'un type un moteur d'ingestion comme un Event Hub ou Kafka, ce genre de choses, et qui va vous permettre d'avoir des connecteurs d'entrée, une transformation ici avec Azure Analytics de type Transact SQL, et puis une ou plusieurs sorties vers une autre base de données, vers un tableau, vers un set de données Power BI, vers un data lake, etc. Par contre, Azure Stream Analytics peut très bien aller alimenter une table qui se trouve dans Azure Synapse. Est-ce que c'est clair? Si jamais c'est pas clair, on peut y revenir, bien entendu. Mais c'est vraiment deux services très différents. Un qui est plus vraiment pour traitement en temps réel et l'autre qui est vraiment plus pour stockage, traitement, transformation des données. Dans les deux, j'ai dit traitement, mais il y en a un qui est plus traitement batch, l'autre est plus traitement en temps réel, même si avec Azure Synapse, on peut très bien aller invoquer un notebook, justement Databricks, qui lui fait les choses en temps réel. Bien. Je pense que c'est clair. C'était Charles Michaud qui a posé la question. On pourra avoir quelques minutes à la fin du quiz. Le quiz dure 5 questions de 30 secondes. Vous aurez des points selon la rapidité également, la véracité. Donc, on va partir ça. C'est assez simple. Alors, Christophe, je te laisse faire le quiz, puis je reviendrai. Il y a une nouvelle question de Rémi ensuite. Génial. Quel moyen est utilisé pour connecter vos sources de données avec Azure Synapse? Donc, vous avez les petites formes géométriques sur votre écran et les réponses, les propositions sont Link Services, API REST, ODBC et ou DevOps. Fond qui est passé au début, donc c'est la première étape de l'ingestion. Hop, temps écoulé. Donc, c'était bien sûr le Link Services. Tu me dis si j'ai bon, Franck. Pour le moment, c'est pas mal. C'est Ludovic qui est en tête pour le moment. Deuxième question, donc dans Power BI, quel module permet de mixer donc, facilement différentes sources de données? On vient de le voir justement, c'est la dernière étape avec la création des rapports Power BI qui allait extrêmement vite. Donc, première proposition, Power Query, import, hybride ou composite. Je pensais que tu allais donner la réponse, Christophe. C'était le modèle composite, j'aurais pu la donner en effet. On vient de la voir, donc on est... Elle était un peu piégeuse ta question quand même. Hein. Oui, j'avoue. J'ai été assez méchant sur celle-là. Bravo Ludovic encore. Solution BI Canada est partenaire Microsoft depuis combien d'années? Alors celle-là aussi est piège, mais il m'a mentionné il y a tout au début. Ça fait pas très longtemps, mais c'est pas tout récent. Ça, c'est bien un indice de français, ça.
C'est ça, on est Solution BI Canada est partenaire donc, avec Microsoft Canada avec Microsoft depuis 1,5 ans, début 2019. Donc voilà, le temps passe vite. Quelle belle relation. Hop, Ben apparemment remonte en flèche. Avant-dernière question, quel est l'intérêt de la heap table? On l'a vu justement à la fin. Dans le processus d'ingestion, c'est là aussi un peu traître. Non, ça va. Ça va, accélérer l'ingestion, structurer les données, la réponse D, classique. Et c'était donc accélérer l'ingestion des données. Je vois qu'on a suivi. Bravo à tous. Ben est toujours devant. Ah oui, ce qu'il y a quand même à gagner, c'est 4 heures de consultation avec nos experts pour cette fameuse phase de prérequis dont je vous parlais au début. Les checklists. Si vous rencontrez une problématique de volumétrie de données, que faites-vous? Vous paniquez. Vous creusez sur le web. Vous faites appel à votre couteau suisse à l'interne. On a tous un couteau suisse dans notre organisation, ou vous appelez les experts analytiques de solutions BI. Ça, c'est une question de marketeur, ça. Non, je taquine. Pas réponse. Mais ceci dit, vous creusez sur le web, c'est un bon réflexe aussi. Hein. C'est ça. C'est un bon réflexe, tout à fait. Il y a tellement de ressources, Microsoft notamment, que c'est pour ça clairement que j'ai sélectionné. Je pense que c'est Ben qui est... Voilà. Donc Ben... Voilà. Et ensuite Luc et Matt qui sont juste après. Bravo à vous en tout cas, Ben. On reprendra contact. Comme ce sont des pseudos, donc n'hésite pas à m'écrire pour la suite, pour avoir donc ces 4 heures de consultation. Merci d'avoir joué le jeu. Merci d'avoir joué le jeu, clairement. On passe rapidement aux questions-réponses. Donc n'hésitez pas, pareil ici à... Il y a une autre question qui est venue. À quel moment du processus... Une nouvelle question. Ouais. Alors c'est une question de Rémi. À quel moment du processus peut-on faire de l'analyse de données? Calcul faisant intervenir plusieurs colonnes de plusieurs fichiers de données. Alors ça, c'est clairement au niveau de l'orchestration. Quand on va créer un pipeline, il est vrai. La question est très bonne, très pertinente parce que ça arrive souvent plutôt en deuxième phase, hein, une fois qu'on a fait la gestion. Et là, on va utiliser donc plus la partie data flow, data wrangling de l'orchestration, mais aussi les notebooks. Soit les notebooks dans Azure Synapse, mais ce qu'on voit encore souvent, c'est on passe dans du Databricks, on fait les calculs sur plusieurs sources. On va créer des data frames assez riches qui va combiner plusieurs sources de données. On fait les calculs dans Azure Databricks. On envoie ce résultat dans une table de staging et après le pipeline repart de là pour continuer l'intégration ou d'autres transformations. Donc j'ai envie de dire, il y a plusieurs, là encore on a un problème de riche parce qu'il y a plusieurs solutions ici pour le faire. Soit on essaie de le faire de manière le plus native possible avec l'orchestration et les pipelines avec Dataflow et Data Wrangling. D'accord, on va cumuler plusieurs sources. Ce qu'on va faire avec le mapping Dataflow, on va aller chercher toutes nos sources de données. On peut avoir 3-4 sources de données en entrée. Et ensuite, on va chercher les colonnes qu'on veut bien, on va faire des selects, des agrégations, des pivots, unpivots, ce que vous voulez. Et si après, il faut aller directement sur la transformation de données, par exemple, pour retirer tous les suffixes qui commencent par en- ou fr-, là, on va faire du data wrangling. Si après, ça ne suffit pas, encore une fois, j'ai dit, on peut utiliser soit les notebooks qui sont présents au sein d'Azure Synapse, et si ce n'est pas encore suffisant, on peut utiliser des services externes comme Azure Databricks, ou voire même, pourquoi pas, du Azure Function. Effectivement, le deuxième point que Rémi a mentionné, d'autres outils seraient plus adaptés. Dans certains cas, oui. Et encore une fois, il ne faut pas hésiter à aller chercher à invoquer du Azure Function. Ça, je le vois assez souvent. Ou du Azure Databricks si on n'arrive pas à le faire. Soit on n'arrive pas, soit on n'a pas envie, soit c'est pas possible avec Azure Synapse. Très bien. Très bien, très bien. Merci Franck. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Si vous avez envie de creuser, en effet, ça a été hyper riche, hyper dense. Vous aurez bien évidemment les diapos à la suite de la présentation, l'enregistrement aussi. Et n'hésitez pas à nous laisser votre avis sur le sondage que vous allez recevoir automatiquement lorsque vous allez vous déconnecter de la session par email ou ici, jouant avec le QR code en essayant de le scanner. Donc voilà, si on s'avait manqué. Merci à tous. Il n'y a pas d'autres questions. Merci.
Merci à tous. Merci tout le monde. Oui, on est on time. J'espère que vous n'avez pas trop de problèmes de digestion suite à toutes ces informations. Mais en tout cas, merci beaucoup, Franck. C'était vraiment enrichissant. Avec plaisir. Merci beaucoup. Même un novice, je pense, pour avoir de l'intérêt. Et je ne parle pas de moi, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas, encore une fois, à nous laisser vos avis. Et puis, on vous donne rendez-vous à la rentrée pour un prochain webinaire stéréotype. En tout cas, prenez soin de vous, bon repos, bon été. Et n'hésitez pas à nous contacter également pour plus de questions, pour creuser un peu plus sur les solutions cloud Microsoft. Voilà. Bonne fin de journée à tous, bon appétit. Et on vous dit à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci.